Hello à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle interview incroyable de quelqu'un qui a créé l'impossible dans sa vie. Aujourd'hui les amis, le parcours d'une femme sulfureuse, une femme jolie, une femme belle, une femme sexy, mais également une femme intelligente et ambitieuse. Et vous allez voir que féminité et sexitude aujourd'hui riment également avec business et succès. Elle a tout connu, clairement, c'est le cas de le dire. Elle a connu les moments les plus bas et les moments les plus hauts dans sa vie. Elle nous partage tout ça aujourd'hui en transparence, complètement ouverte et authentique. C'est le parcours de Tatiana Volk. Vous allez découvrir aujourd'hui dans cette interview. Vous allez découvrir ses différents business, son parcours, ses galères, ses réussites et également comment est-ce qu'elle a fait pour tenir bon. De moments vraiment très durs où elle se retrouve avec ses enfants, seuls, sans argent, à devoir parfois se priver de manger pour pouvoir leur donner à manger, à aujourd'hui différentes sources de revenus plus ou moins passives qui lui permettent de voyager partout sur la planète, de se faire des kiffs en s'achetant les plus belles robes et les plus belles chaussures dont elle a toujours rêvé. Vous allez découvrir du coup cette interview très profonde, beaucoup de partage, avec une très belle âme qu'il y a derrière. Moi, c'est une très belle personne que j'ai découverte et je vous invite à vraiment prendre votre kiff et à nous le faire savoir dans les commentaires juste en dessous. Laissez un énorme like, abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez plus d'interviews inspirantes, plus de plans d'action pour créer votre vie de rêve, réaliser vos rêves de gosse. Et bien évidemment, faites-nous savoir tout ça dans les commentaires juste en dessous. A tout de suite la famille, bonne interview. Eh bien écoute, j'ai l'impression qu'on est en live. Nous y sommes. Bonjour Tatiana, comment tu vas? Hello Enzo, ça va très bien, merci. Et toi? Eh bien, super. Je suis vraiment très content de t'accueillir aujourd'hui et de pouvoir discuter avec toi. Donc, merci à toi d'avoir répondu à l'invitation et merci à toi d'être là. Avec grand plaisir et merci pour l'invitation. Alors, les amis, aujourd'hui, on va découvrir le parcours du coup d'une nana, d'une autre femme, d'une autre Wonder Woman. Et je voulais vraiment justement un profil un peu différent et d'essayer de comprendre eh bien, ce qu'il y a derrière la belle, la grande, la majestueuse, la sexy Tatiana. Qu'est-ce qui se passe derrière? Quelle est ton histoire? Comment t'en es arrivé là? Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce qui t'a construit? Aujourd'hui, tu es une maman de 3 enfants. Oui. Tu es une femme mariée. Ouais. Tu es une femme ouais, dans le cadre du mariage. Tu es une entrepreneuse avec différentes activités, différents business. Donc voilà, ça fait beaucoup de choses, beaucoup de pôles, beaucoup d'activités. Et j'aimerais qu'on comprenne un peu qu'est-ce qui t'a amené à arriver là. Surtout que on pourrait lire au détour d'un livre que les statistiques n'étaient pas forcément pour toi et qu'il a fallu eh bien, passer un peu par des chemins sinueux parfois pour arriver jusque là où tu en es aujourd'hui. Ça te va? Ouais, j'espère que tu as le temps parce que du coup, ça fait une fameuse Écoute, avant justement de rentrer dans le vif du sujet, moi j'aimerais que tu me dises un peu, que tu nous dises, t'étais comment toi quand t'étais enfant? Ah putain. La question qui fait mal. J'étais comment enfant? J'étais dans la famille, je pense, déjà très extravertie. J'aimais qu'on me voit, je parlais fort, je faisais des bêtises. Euh, en extérieur et à l'école, j'étais par contre clairement plutôt un peu la tête de turc, comme on dit, et le souffre-douleur de la cour de récré. Ouais. Ah ouais, ok. Et Et c'est c'est ça. quelque chose du coup qui a démarré quand un peu ce côté tête de turc. C'est drôle parce que c'est. Mais ça arrive souvent, je sais pas si toi aussi tu as déjà vu ça, où tu sais, les rôles un peu s'inversent finalement, les derniers finiront les premiers finiront les derniers. Il y a un peu, en tout cas pour certains profils, une espèce d'inversion finalement. Ouais, ouais, c'est exactement ça. Je pense que en grandissant, j'ai pu tirer de mes différences une certaine force et surtout de toutes ces fois où j'ai pu être moquée. Bon, je vais pas dire persécutée, même si ça a été loin tout un moment. J'en ai fait un peu mon moteur et ma carapace. Et j'ai transformé tout ça vraiment, j'ai pas envie de dire en haine parce que ce passage-là, c'est fini, mais en force, oui, c'est vraiment le terme. Ah, puis à l'époque, c'était dur à vivre quand même, jusqu'à quel point finalement ça a été
compliqué pour toi? Alors ça a été très, très compliqué. À quel point, il y a Vers clairement eu quel âge, peut-être? ça a commencé, je dirais, il faut savoir que j'ai déménagé énormément. J'ai jamais fait plus d'une année consécutive dans la même école parce que OK. mes parents ont déménagé, énormément déménagé, donc j'avais aucune accroche, aucune racine, aucune vieille amie, aucun ami d'enfance. Chaque année, perpétuellement, c'était le même recommencement, les nouveaux copains, la nouvelle école, les nouvelles habitudes. Et déjà ça, c'est très très difficile. Donc ça a commencé au primaire clairement. Et ça a continué jusque, je dirais, ma deuxième ou ma troisième secondaire. Donc à peu près toute ma scolarité. Ah oui, ça fait effectivement quelques années. Et du coup, tu étais plutôt bon élève ou pas, toi, à l'école? Oui, j'ai plutôt été bonne élève avec énormément de chance. Je pense que j'ai lu énormément et très très vite et ça m'a permis un peu de survoler ces années. J'avais pas vraiment besoin d'étudier, je faisais le strict minimum. J'aurais pu faire un carton plein si j'avais étudié, mais j'étais trop fainéante et pas la tête à ça que pour étudier. Donc j'ai tout fait à chaque fois avec je dirais 60-70% chaque année minimum. Donc rien à dire, comportement parfait. Mais toujours sans étudier. Je me reposais sur mes lauriers, comme mon père disait. Ouais. Et du coup, tu te voyais quoi, toi? Tu te voyais faire de grandes études? Tu voyais percer à travers l'école? C'était quoi un peu tes rêves de gosse, tes rêves de futur? Ben, pareil, du fait que j'ai eu aucune attache, vraiment aucune racine, je partais un petit peu dans tous les sens et j'ai choisi des matières bien précises au fil des années, mais comme je changeais tous les ans, il n'y avait pas forcément la même matière selon les écoles que je faisais. Donc Hmm. j'ai commencé plutôt très scolaire, très studieuse. Ma première secondaire, j'ai fait du latin parce que j'aimais beaucoup ça. Je pensais partir vers la médecine, les sciences, quelque chose comme ça. Et, Hmm. et puis à partir de ma deuxième, c'est parti au couille direct. J'ai changé du tout au tout. J'ai fait du dessin, j'ai fait du sport et de la photographie. Donc je n'avais pas vraiment une idée précise de ce que je voulais faire plus tard. J'ai pas eu vraiment de rêve de gosse de ce que je voulais devenir. T'avais pas d'image de toi, t'avais pas d'image de futur, t'avais pas le job parfait. Non, Et toi niveau qui lisais beaucoup, il n'y avait pas des personnages d'histoires, de romans qui t'inspiraient, des héroïnes qui te... là, comme ça, écoute, non. Après, professionnellement en tout cas, mais plus sur le plan personnel, je savais très très vite que je serais maman très très tôt et que je consacrerais ma vie à ça. Ouais, ça c'est clair. Je me voyais plein de petits bébés partout. J'ai adoré élever et faire grandir mes petits frères. Et ça a Hmm. été une décision qui a été prise très vite et qui a été concrétisée très vite aussi d'ailleurs. Mais professionnellement, non, je t'avoue que au fil des années et des études que je faisais, ça se modifiait. D'accord, donc pas de rêve prédéfini. Tu as ce truc un peu de la médecine et quoi d'autre qui t'attire à ce moment-là? Tout ce qui est dans la partie les animaux, tout ce qui est animalier, j'aime beaucoup. Enfin, j'aimais beaucoup déjà. Et oui, plutôt ce qui pourrait être dans les arts, le dessin, déjà la photographie, la mode, un peu ce milieu événementiel et tout ça. Aujourd'hui, quand tu dois te présenter, du coup, qu'est-ce que tu dis? Alors, quand je dois me présenter, déjà la première chose que je dis, ça c'est d'emblée partout tout le temps, c'est toujours pas professionnel, c'est le fait que je sois maman. Je commence, je m'appelle Tatiana, j'ai 30 ans, je suis maman, et après le reste arrive. Et donc aujourd'hui, je me vois comme networkeuse, entrepreneuse et businesswoman. Mais avant tout, c'est maman. Pourquoi, du coup, cette attache aussi importante pour toi? Parce que je pense, je sais que c'est ce que je fais de mieux, c'est ce dont je suis le Ok. plus fière. Le reste, c'est toujours ça va, ça vient. J'attache réellement d'importance à pas grand-chose, mais mes enfants, c'est vraiment toute ma vie et je pense, je touche du bois, savoir que je fais les choses correctement. Je suis très fière de l'éducation qu'ils ont et de mes enfants aujourd'hui. Donc, ouais, c'est la première chose que je dis parce que ben, c'est ce que je fais de mieux. Ok, c'est pas mal vu comme ça. Aujourd'hui, c'est plusieurs dizaines de milliers de personnes qui te suivent au quotidien sur tes différents réseaux. Alors, différentes entreprises, mais tu es aussi modèle modèle photo un peu sexy également parfois. Euh, Quand est-ce que justement ce côté artistique un peu de la Tatiana tête en l'air
est arrivé dans ta vie et a commencé à... Quand est-ce que tu as commencé à lui donner du crédit finalement à cette partie de toi plus artistique? Alors clairement, c'est quand je suis rentrée à l'école, dans une école d'art, et donc j'ai choisi la photographie. Je l'ai un petit peu choisi comme beaucoup, je pense, de jeunes à ce moment-là, parce que ben, c'était plus technique et il fallait étudier moins. On disait qu'on allait passer plus d'heures derrière l'appareil qu'à étudier. Et je m'étais trompée totalement, hein. Mais de base, c'était plutôt pour ça. Et en fait, je me suis rendu compte en studio qu'on me demandait très souvent, que ce soit dans ma classe ou dans les autres classes, de poser et d'être modèle donc pour leur boulot de fin d'études ou leurs devoirs, ce genre de choses en photographie dans cette école. Mhm. Et j'ai pris de plus en plus de plaisir à être devant et plus derrière l'appareil. Et ça a commencé comme ça. Donc ce côté un peu artistique, ouais. Raconte-nous un peu finalement ton parcours dans les grandes lignes. Alors, une fois après le bac, entre guillemets, alors tu as grandi en Belgique, si je dis pas de bêtises, hein. Oui, oui, Donc ça c'est ça. s'appelle pas le bac, mais bon, en gros, vous avez quelque chose de Ouais, ouais. similaire. Et ben donc c'est justement cette fameuse année de photographie. J'ai arrêté. Donc chez nous ça s'appelle le CESS, donc l'équivalent du bac chez vous. Et je ne l'ai pas. Je n'ai pas terminé mes études en fait. Ok. Parce que à la fin de cette année, donc en avril-mai, euh, en cinquième, donc nous ça se termine en sixième. Et donc il y a vraiment un an que je n'ai pas fait. J'ai rencontré mon premier homme de ma vie et je suis tombée enceinte directement. Ce qui veut dire que donc j'ai pas terminé cette année-là, j'ai pas terminé mes études et j'ai commencé à travailler tout de suite. Et c'était ok pour toi? T'as pas, tu t'avais pas cette envie profonde de finaliser tes études? Finalement, ce côté de devenir maman était si important pour toi que, en gros, t'en as eu l'opportunité, pouf, C'est ça. t'as saisi ce rôle-là et. Ouais, ouais, quand je te dis que vraiment je ne vis que pour ça, c'est réellement ça. J'attendais que ça. Et il faut savoir que donc mes parents sont séparés et je vivais chez ma mère avant ça, chez qui j'avais une énorme liberté. Je partais même la semaine, je dormais chez les copains, je faisais un petit peu n'importe quoi, il n'y avait aucun problème. Et je suis revenue vivre chez mon père cette année-là. Et mon père est militaire, il a une vision très carrée de la vie et en général. Et ben clairement, il y a eu un clash, quoi, parce que j'avais l'habitude d'avoir une certaine liberté chez ma mère. Et quand je suis revenue là, je retrouvais ma place d'enfant de Mhm. 16 ans, parce que ben, j'avais que 16 ans. Et il a très vite senti, il me l'a dit d'ailleurs quand on en parle aujourd'hui, il me dit, je savais que avant tes 18 ans, tu serais plus à la maison. Je savais que tu serais vraiment très tôt, tu as ce besoin d'indépendance, de liberté, d'avancer. Et oui, je sais que j'ai toujours su que j'ai été faite pour ce que j'étais faite pour ça. Donc cette année-là, j'ai rencontré le papa donc, de mes deux premiers et au bout de 2-3 mois, j'ai quitté la maison, on se mettait ensemble en appartement, j'ai commencé à travailler, oui. Et 9 mois plus tard, à peu près, je suis tombée enceinte de mon premier. Et donc, c'est quoi? Tu prends le petit boulot pour payer le loyer, sans forcément de vision future, quoi, juste en disant advienne que pourra, on y va. Ça, c'est vraiment les objectifs et la vision de l'avenir. C'est quelque chose que je ne veux pas dire que je n'ai jamais eu parce qu'aujourd'hui, évidemment, en tant que bonne entrepreneuse, je travaille beaucoup là-dessus. Ce sont mes objectifs à long, à moyen et à court terme. Mais à l'époque, pas du tout. Je me laissais vivre, en fait. Mon père, Hmm. mon père m'appelle la bohème parce que voilà, je me laisse vivre, je vis comme je l'entends. Il ne faut pas qu'on vienne me prendre la tête et advienne que pourra, on verra. Donc non, à l'époque, j'avais pas de vision vraiment au long terme. On avait la chance de vivre dans une maison qui appartenait donc à ma belle-mère à l'époque. On lui payait un petit loyer. Et donc, j'ai travaillé dans l'ORECA. En France, on ne dit pas ORECA, mais dans la restauration, les bars et tout ça. Et donc, Hmm. je travaillais, je faisais des heures, les nuits, les soirs, les week-ends. Ça payait pas mal, il faut savoir que ça payait pas mal et ça m'allait très bien comme ça. Ok. Et du coup, 9 mois plus tard, tu vas tomber enfin, tu vas tomber enceinte et 9 mois plus tard, tu auras ton premier enfant. Euh, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Du coup, il va y avoir un shift dans ta vie et. C'est une révélation. C'est à la seconde où j'ai su que j'étais enceinte, j'avais les réflexes, j'avais ma main sur mon ventre pour traverser la route. J'ai l'impression que je suis née, maman, que je l'étais avant de l'être. Je suis née pour ça. Je suis faite pour ça vraiment. Est-ce que c'est dû à mon signe aussi? Je suis cancer. Les cancers sont très, très, très maternels. C'est un signe lunaire, donc c'est un signe d'affection, de cocon familial. Et révélation, vraiment. J'ai fait les choses comme si
je les avais toujours faites. J'ai gardé d'ailleurs les petits papiers à l'hôpital. Les infirmières au début avaient tendance à être très très à mon cul. Ça m'énervait d'ailleurs parce que je ne me considérais pas comme débile. Et à la fin, elles ont même mis des petits papiers où elles laissaient des notes pour les médecins en disant rien à dire, rien à signaler. J'avais 17 ans à l'époque, mais elle fait ça comme si elle avait toujours été maman. Et j'ai toujours très vite été très fière de ça. Et j'ai tellement été très contente de ma première expérience avec mon petit bout qu'il avait 6 mois quand je suis retombée enceinte. Allez, directement, t'as enchaîné. Ouais, ouais, d'emblée, direct, allez hop, tant qu'on est encore dedans, on enchaîne. Mais ouais, la première fois, tu cherchais déjà à avoir un enfant? Alors, j'avais réellement beaucoup, beaucoup, beaucoup envie de ça, mais il y avait toujours cette petite voix dans ma tête qui me disait, Tatiana, t'as 17 ans, enfin, t'es pas encore propriétaire. Un peu tout ce qu'on pourrait se dire aujourd'hui et que on nous dit toujours, il faut attendre d'avoir la maison, d'avoir le boulot, etc. Et enfin, j'ai toujours tout fait à l'envers de toute façon. Et à l'époque, j'avais quand même, je savais qu'il y avait mon père derrière et que ça allait être un peu compliqué. Mais j'ai suivi mon cœur et mon instinct. Je suis quelqu'un qui travaille beaucoup à l'intuition et qui fonce et puis qui réfléchit après. Mhm. Et donc, du coup, vous vous étiez mis d'accord, enfin, vous aviez discuté avec le père et tout, et let's go, quoi. Voilà, un jour, Et on a eu donc, une du coup, petite. directement, t'enchaînes. Ouais, ouais, directement, la puce arrive. J'ai toujours rêvé d'avoir des jumeaux. Dans sa famille, il y en avait énormément. Bon, c'est du côté de la maman, mais on espérait un petit peu quand même. Et je suis plutôt du genre têtue et déterminée. Et j'avais décidé que j'aurais des faux jumeaux, donc je me les suis fait moi-même. Ils ont 15 mois d'écart, ils font la même taille, le même poids, ils ont la même tête, le même visage. Et tout le monde les prend pour des jumeaux d'ailleurs. J'ai un garçon et une fille, les deux plus grands. Et je me suis fait moi-même mes faux jumeaux en fait. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Alors, très vite, au niveau avec leur papa, bah, ça se passe pas très bien parce qu'il ne répond pas du tout à mes attentes et à ce que j'espérais d'un père correct pour mes enfants. Et la petite dernière n'a pas encore 1 an quand je plaque tout et je me casse. 18, 19 ans, du coup. Ouais, ouais, Tu ouais. continues à faire des petits boulots à droite à gauche? Ouais, c'est ça. Je continue à bosser à droite à gauche, difficilement quand même parce que les petits vont pas encore à l'école. Enfin, le grand commence tout doucement. C'est super compliqué de s'en sortir parce que bah, l'argent qu'il faut mettre dans la voiture, en essence et à la garderie, à la crèche, à la nounou, bah, c'est à peine ce qu'on gagne au boulot. Donc, je reste pas mal de temps, au chômage pour m'occuper de mes enfants. Hmm. Parce que bah, je veux les voir grandir. Je galère, hein, franchement, je galère. Mais j'ai mes enfants, j'ai tout ce qu'il faut et je me prive un max pour que n'aient aucun souvenir d'aucune difficulté dans leur enfance. Et je me rends compte aujourd'hui seulement que je suis passée par des étapes quelque peu chaotiques. Et je me demande comment j'ai tenu le coup parfois, parce que c'était C'est quoi le vraiment. souvenir qui te vient, du coup, quand tu penses à des étapes chaotiques? C'est sur le coup, j'ai vraiment une force, une résilience qui est plutôt pas mal. Mais enfin, j'étais toute seule, quoi. Le soir, une fois que les enfants sont couchés, tu es toute seule. C'est H24, c'est pour s'en occuper, pour aller faire les courses, pour faire venir toute la famille. Tu es toute seule aussi. Et bah, je suis déjà restée sans manger pour que mes enfants aient à manger, hein, clairement. Hmm. Hein. Donc, j'ai vraiment connu des périodes hyper difficiles. Une fierté qui fait que j'ai jamais appelé mon père à l'aide parce que voilà, c'est grâce à lui que je suis comme ça aujourd'hui, que j'ai cette force aujourd'hui, parce que je sais très bien, je l'entends d'ici, il m'aurait dit, ma grande, t'as voulu partir, tu vas te débrouiller, tu vas trouver une solution, je suis derrière, mais tu vas te démerder toute seule, quoi. Et je suis super contente qu'il m'ait élevée comme ça, parce que ça m'a permis de rebondir vraiment par la suite. Mais c'est vrai que quand je pense à tout ce que j'ai vécu à cette époque-là, ouais, ça forge quand même, quoi. Ça n'a pas toujours été facile. Par chance, les enfants s'en souviennent pas, mais Dieu sait que j'ai galéré, ouais. Et donc 19 ans, du coup, tu décides de te barrer parce que ça va pas avec le copain de l'époque. Bien évidemment, aucune idée de laisser tes enfants, tu les veux avec toi et tu t'en vas avec. C'est un peu l'idée, j'imagine. Ouais, c'est vraiment ça. J'ai pris mes enfants sous le bras. D'ailleurs, je n'ai pris que ça. Il y a encore des affaires à moi là-bas aujourd'hui parce que ça a vraiment été ça, quoi. J'ai pris mon fils sous le bras gauche, ma fille sous le bras droit et ciao. J'ai ouvert le premier. Quand je suis partie réellement, par chance, je devais récupérer une somme d'argent que le chômage me devait. Et donc, je me suis dit, si je pars pas maintenant, je partirai jamais. Parce que ben, dans ces cas-là, évidemment, c'était sa maison. Et financièrement, j'avais rien. Donc, j'étais tenue à lui par rapport à ça. Et là, j'ai profité de cette petite somme qui est tombée pour dire, OK,
Je me casse maintenant, sinon ce sera jamais. J'ai ouvert Internet, j'ai tapé appartement à louer, 2 chambres minimum. Et ça m'a emmené dans une région dans laquelle je n'étais jamais allée, à 1 heure de chez moi, à 1 heure de ma région natale. Ben, c'est pas grave, j'ai cliqué OK, j'ai été rencontrer la femme, c'est super bien passé avec la proprio, je suis partie, j'ai pris mon appart. Donc, je me suis retrouvée dans une région que je ne connaissais pas, avec absolument aucune connaissance, et toute seule avec mes bébés. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Oh ben, ça se passe plutôt bien. C'est vraiment toujours ce souvenir de solitude que j'ai parce que ben voilà, quand les petits sont au lit et à 20-21 heures maximum, ils y sont, bien que j'ai dormi longtemps avec eux, c'est sûr. Quand il y a plus de Quand les petits dorment, il n'y a plus personne. Tu vois, t'es devant ta télé, c'est bien. Bon, les réseaux sociaux à l'époque, c'était pas encore trop ça, donc je passais pas mon temps dessus comme on pourrait passer du temps aujourd'hui. Je lisais déjà beaucoup, mais j'ai un grand souvenir de solitude. Ouais, c'est compliqué. Et puis le stress, quoi. Déjà aujourd'hui, en tant que n'importe quelle maman, on va paniquer de se dire, faut que je paye ça, faut que j'organise ça, et quand on est tout seul à tout niveau et que financièrement c'est chaotique, ça mine le cerveau en fait. Est-ce qu'à ce moment-là, du coup, tu regrettes d'avoir pris ce chemin-là, d'avoir fait les enfants tôt, de t'être barré avec un mec tôt? Franchement, jamais. Jamais. Déjà, je suis pas quelqu'un qui regrette quoi que ce soit parce que j'ai énormément confiance en l'univers, je crois au karma. Je suis à ma place au bon endroit au bon moment, quoi qu'il arrive. Et je peux même pas regretter d'avoir eu mes 2 premiers avec cet homme-là parce que ça aurait été un autre, ça aurait pas été eux, ça aurait pas été ceux-là. Et Dieu sait à quel point je suis fière d'eux. Donc non, regretter, franchement, jamais. Si j'avais fait galérer mes enfants, si j'avais fait les choses mal au point qu'ils manquent de quoi que ce soit, là oui, il y aurait moyen que j'ai des regrets. Et là, je leur pose souvent la question, on en parle souvent. Et ils ont de la peine pour moi quand je leur explique ce qui se passait parce qu'ils ne se rendent pas compte et qu'eux, dans leur tête, ils n'ont jamais manqué de rien. Ouais, Et ça, ils c'est un étaient beau petits, cadeau. ouais. Voilà. À partir du moment où eux ne se sont rendus compte de rien, franchement, je regrette Et c'est rien. pas trop dur, du coup, à ce moment-là? Franchement, c'est très dur. Mais je te dis, sur le coup, je ne me rends pas compte, en fait. C'est très dur, mais j'ai plus l'impression d'avoir dur quand je me rends compte de ce par quoi je suis passée aujourd'hui, quand j'y repense, que sur le Au fait. moment où tu l'as vécu, ouais. Hmm. Ouais. Peut-être Et donc, qu'avec du le coup, qu'est-ce qui va se passer temps. ensuite? Quelle est la direction que tu vas prendre et vers quoi tu vas évoluer? Alors, je vais rester pendant pas mal d'années sans travailler pour vraiment m'occuper de mes enfants à 100%. Et Ok, je donc vais. tu vas subvenir avec le chômage, tu vas subvenir avec des allocs parce que tu as 2 enfants peut-être. En Belgique, je sais pas trop comment ça marche. Ouais, donc logiquement, il y a une pension alimentaire du papa, mais que je n'avais pas à l'époque. Et il y a des allocations, oui. Bon, après, c'est vraiment pas grand-chose, mais au moins, on n'avait pas faim. Hmm. Moins eux. Et je commence tout doucement à faire des photos avec des photographes qui m'approchent et je commence à bosser au niveau de la photo et ça fait rentrer un petit peu d'argent dans les caisses et très vite. Je suis fan de voitures depuis toujours, donc je suis vraiment dans le milieu de la mécanique depuis vraiment depuis toujours en fait. Et donc je commence à me faire ma petite place en tant que modèle, mannequin et sur place dans les meetings, sur les circuits de voitures, etc. Et ça commence vraiment à mettre du beurre dans les épinards, comme on dit, parce que j'adore ce que je fais. Et le fait que je sois une jolie nana, mais que je m'y connaisse en mécanique, parce que ben voilà, clairement, j'ai de très bonnes connaissances à ce niveau-là, ça attire un peu l'œil. On me veut de plus en plus sur les événements, et c'est comme ça que réellement je démarre, artistiquement parlant, je dirais. Et donc 19-20 ans, ça, à peu près? Bah, là, il y a quelques années qui ont passé entre-temps. Hein. Je dirais que j'arrive à Donc tu faisais 20. un peu de photos, quoi, de temps en temps, et C'est ça. puis de bouche à oreille, Ouais. de fil en aiguille. Ouais, avec la création de ma page Facebook, ça a tout accéléré. Donc, je faisais des présences sur meeting, ce genre de choses-là, et j'ai été approchée par une agence d'hôtesse aussi. Donc, j'étais hôtesse sur des événements, que ce soit vraiment événementiel pur et dur ou sur les circuits. J'ai fait à l'époque le MotoGP du Mans pour Valentino Rossi, Monster Girl, bref, ce genre de choses-là. Et ça, du coup, ça te faisait kiffer? La Ouais, voiture, la mécanique, machin, poser te faisait kiffer, c'était tout bénef, quoi, finalement. ouais, Et franchement, est-ce qu'à oui. ce moment-là, t'imagines un monde ou t'imagines une vie dans laquelle tu peux vivre de ça, dans lequel tu serais suivi, dans lequel les gens te paieraient justement pour avoir une photo de toi? Honnêtement, pas du tout. À l'époque, je n'imagine pas du tout l'ampleur que ça va prendre. Déjà, ma page Facebook,
c'est au bout d'une grosse année de négociation avec ma meilleure amie où limite elle l'a fait pour moi, elle l'oblige, elle me dit t'as pas le choix. Sinon, j'ai un gros manque de confiance en moi, donc non, je ne le fais pas. Et ça va très vite en fait. Les likes montent très vite. On me demande tous les week-ends, j'ai un événement prévu. Et, euh, et ouais, je kiffe ce que je fais parce que je rencontre des gens lesquels j'aurais jamais eu l'occasion de rencontrer avant. Enfin, je me retrouve dans des endroits, dans les paddocks au GP avec Rossi, c'est des trucs de dingue quand même. Mais jamais de la vie, j'aurais cru que ça tournerait comme ça, donc, clairement. Et du coup, tu parles de manque de confiance en soi et en même temps, tu parles de gagner ta vie en faisant des photos et en étant hôtesse. Ouais. Justement, du coup, comment est-ce que tu vas vivre ça? Parce que bon, quand tu arrives au moment où tu manges pas pour nourrir tes gosses, on arrive aussi, j'imagine, à un moment où on prend quand même peut-être moins soin de soi. En tout cas, c'est moins les priorités, quoi. Il y a moins de ressources, donc on peut pas tout faire. Et comment t'en arrives du coup à un moment donné bien vivre enfin en tout cas commencer à gagner de l'argent avec les photos, avec le modeling, à retrouver la confiance en soi peut-être, à y croire parce qu'il faut y croire quand même un petit peu. Il y a beaucoup d'Anna qui disent oh non, on me dit pas que je suis belle, mais elles attendent que ça, c'est qu'on leur dise qu'elles sont belles. Mais là, du coup, ça devait être une belle souffrance quand même, un peu récurrente qu'il a fallu affronter. Comment ça s'est passé du coup? Comment ça s'est passé? Ça s'est pas encore passé. J'ai toujours un énorme manque de confiance en moi. Alors évidemment, ça aide. Et c'est vrai qu'on me dit souvent, c'est pour ça que je ne le dis plus déjà en public, parce que je me trouve pas laide, mais c'est pas vraiment physique, mais c'est plus un manque de confiance en moi général que j'ai. Je vais constamment chercher l'aval de quelqu'un ou le regard de quelqu'un ou la parole de quelqu'un pour me conforter dans l'idée que je ne fais pas mal. C'est épuisant au quotidien. Je vais pas dire en public, ouais non, ça j'aime pas, je me trouve grosse ou j'aime pas ma tête, machin. Il y a qu'à mon mari que je le dis parce que sinon, en effet, on a la même réaction que celle que tu viens d'avoir là. Ça fait genre, ouais, elle fait genre, elle a 20 000 likes et puis elle vient faire genre qu'elle est pas belle. Alors qu'il y a un réel mal-être derrière ça, les gens comprendront ou pas, je ne sais pas, mais je ne me trouve jamais assez bien. Et donc à l'époque, par contre, oui, clairement, je suis en manque d'argent complet, mais je suis aussi quelqu'un qui se débrouille pas mal avec les moyens du bord. Et s'il y a une chose sur laquelle je n'ai jamais fait l'impasse, c'est de prendre soin de moi, parce que j'ai besoin de ça. Parce que par le fait d'avoir mes enfants, c'est tout ce qui me reste, c'est de me dire que si je fais les choses pas bien, je ressemble au moins pas trop à rien. Et je m'accroche à ça à l'époque. Mais non, encore aujourd'hui, sur 99% des clichés de moi, je me force à les publier parce que c'est rare que réellement, j'ai toujours quelque chose à dire en fait. C'est des trucs que personne ne verra, hein, mais que moi je vois, que je vois gros comme ça, alors que Tu te bah, trouves belle? je trouve que j'ai du charisme, je pense, parce que j'ai un look un peu atypique et que je sais que je sors un peu du lot. Je dis pas que c'est positif, hein. Je dis pas que c'est le côté positif. Je me trouve pas laide en tout cas. Je me trouve pas laide. Et puis voilà, Est-ce que avec tu les t'es déjà trouvée belle sur certains clichés? oui, quand j'ai mes enfants. Honnêtement, les photos les plus belles que je trouve de moi, c'est quand j'éclate de rire. Alors, me voir sourire sur une photo, il faut vraiment que ce soit pris sans me prévenir. C'est vraiment, je ne shoote plus aujourd'hui qu'avec mon mari qui est photographe. C'est vraiment s'il me prend à l'arrache sans prévenir que je vais me trouver belle. Sinon, je ne souris jamais sur les photos. Mais quand j'ai mes bébés, mes bébés, ils sont grands maintenant, mais quand j'ai mes bébés avec moi et que c'est un instant de vie, hop, et qu'on vole une photo au passage et que là, j'ai un grand sourire, je me trouve belle. Je pense que je me trouve belle parce que je me vois heureuse. Je Dans pense tous que les cas, on mettra quelques clichés c'est bien. durant la vidéo. Et du coup, tu commences à gagner ta vie un petit peu en faisant du modeling donc notamment dans le milieu auto, moto. Sur quoi ça va déboucher? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Alors, je vais être approchée par la gérante d'un bar qui a vu mon site internet, qui a vu ma page Facebook et qui ouvre un bar à danseuses. T'as déjà vu le film Coyote Girl? Ça me dit quelque chose. En fait, elle a ouvert un bar, vraiment que le Coyote Bar, tout près de chez moi, et elle voulait que j'aille, elle voulait savoir si je voulais bien danser pour le bar. Euh, Tu dansais à l'époque? non. Et j'adore ça, hein. La danse, c'est toute ma vie, vraiment. Mais je veux dire, j'en faisais pas du business, quoi. C'est juste Hmm. quand j'avais un peu de sous que m'invitait, j'allais en boîte. J'ai toujours adoré danser.
Mais de là, clairement, à en faire un job, non, ça m'était jamais traversé l'esprit. J'ai refusé plusieurs fois les mails, j'ai nié plusieurs fois les mails. Et puis, un jour, je me suis dit, merde, pourquoi pas au moins aller voir. Et je suis rentrée dans l'équipe. Donc d'abord en tant que gogo, danseuse bêtement au bar. Et puis, je suis passée responsable danseuse au fil du temps. Et j'ai fini par reprendre le bar et je suis devenue gérante de ce bar-là. Et du Ma- coup, gogo, du coup, donc là, on mélange tout. La danse, le côté un peu sexy, joli, tout ça, quoi. Ouais, pas de strip, mais bah, gogo, t'es pas en après-ski évidemment, hein, T'es pas en combinaison, quoi. mais ça. Mais Mais pas de. bon, t'es à l'aise avec ça, c'est ok. Le passé de modèle et tout, pas Ouais, de franchement, problème, cool, quoi. c'est pareil que si t'étais en soirée, sauf que bah, j'étais sur un podium ou sur un bar, donc ça permet que au moins on m'approche pas. Et les gens ont beaucoup plus de respect. Là où il y en a un qui aurait tendance à laisser traîner sa main avec une gonzesse qui danse et qui a l'air d'une fille facile, je dis bien qui a l'air, hein, je suis anti-privilégiée, mais on se comprend, en boîte, quand réellement tu es là, que tu es la gogo, les gens ne t'approchent pas, ils ne te touchent pas. La plupart, en tout cas, c'est rare. Donc oui, je Hmm. me sens à l'aise. Et le J'ai un manque peu de confiance en soi à ce moment-là, comment est-ce que tu le gères? toujours pareil, je fais comme si, je fais semblant, j'essaye de mettre des trucs qui me mettent en valeur, de toujours avoir un minimum de couches, genre jamais de string parce que je supporte pas mes fesses. Ben, ça, c'est encore valable aujourd'hui. Hein. Vous ne me verrez jamais, jamais en string, c'est que des Vous ne me boxers. verrez jamais en string, voilà. Moi non plus, d'ailleurs. Donc oui, je le gère bien. Ça fait du bien évidemment parce que on a le regard des gens, pas que des hommes, on pourrait s'imaginer, mais il y a beaucoup de nanas qui sont déjà derrière moi à l'époque et ça fait un bien fou parce que sinon on dirait ouais bah c'est facile de se faire regarder quand elle galère, blablabla. Ça on me l'a dit beaucoup de fois aussi, donc évidemment c'est facile d'avoir un regain de confiance en soi à ce niveau-là. Mais j'ai déjà à l'époque quelques nanas qui commencent à me suivre, qui viennent me trouver et oui ça aide beaucoup. Ouais. Parce qu'effectivement, on pourrait croire aujourd'hui, mais une grosse partie de ta communauté, c'est des femmes. Ouais. Tu as d'ailleurs sorti une activité dans laquelle tu accompagnes des mamans, des femmes à mieux s'organiser, à se reprendre en main, à lancer une activité, bref, à se dépasser, à prendre sa place. Donc non, pour tous les gens qui auraient cru que la communauté de Tatiana, ce sont uniquement des gens qui payent for like ou qui payent for sub ou qui payent for bout de fesses, eh ben non. Une bonne partie de ta communauté, c'est des femmes. C'est très intéressant d'ailleurs. Et justement, explique-nous un petit peu qu'est-ce que... Alors, certainement avec le déroulé un peu de l'histoire, mais qu'est-ce que ces femmes viennent chercher chez toi quand elles commencent à te connecter là, côté gogo, qu'est-ce qu'elles voient, qu'est-ce qu'elles te disent et par la suite, comment est-ce que ça va évoluer? Eh ben, un peu comme pour tout le reste de ma vie et de ma personnalité, c'est totalement paradoxal parce qu'elles viennent chercher de la confiance. J'en ai à revendre, pas pour moi, mais j'en ai à revendre. C'est un peu l'histoire du faites ce que je dis, pas ce que je fais. Et elles viennent chercher de la confiance parce qu'elles voient en moi quelqu'un qui s'assume, qui se fout du regard et de ce que les gens peuvent dire, qui vit comme elle l'a décidé, qui gagne son argent comme elle a décidé de le gagner. Euh, Là où dans la société dans laquelle on est aujourd'hui, une bonne mère de famille se doit d'avoir son col roulé, de ne pas faire de photos, de ne pas sortir et de mettre les pieds à garder le week-end. Et j'ai balayé tout ça du revers de la main vraiment dès le début, en prouvant qu'il y avait totalement moyen de faire les deux. Mes enfants, je répète, sont très bien éduqués, ils sont scolarisés, ils ont de très beaux points à l'école, il n'y a pas de problème. J'ai le droit d'être une mère, une femme, une amante. Enfin, on n'est pas, à partir du moment où on devient maman, on n'est pas limité dans la case mère. Ça, c'est vraiment un truc qu'il faut arrêter de se dire parce que ça agace les gens. Et moi en premier. Et donc, oui, ces femmes-là viennent chercher ça et de se dire, ben, en fait, j'ai pas loupé ma vie, je ne dois pas rester cloîtrée dans mon canapé devant Vivement Dimanche parce que j'ai des enfants. Et justement, alors je sais pas si à cet âge-là ou maintenant d'ailleurs, peut-être ta vision elle a changé. C'était quoi ta vision d'être une bonne mère? Et c'était quoi ta vision de la réussite aussi? Alors, la vision de la réussite, c'était pas du tout la même qu'aujourd'hui, puisque à l'époque, je me limite quand même un peu comme aujourd'hui encore quand je me présente, je dis que je suis maman avant tout.
Ma vision d'une bonne mère, que les enfants ne manquent de rien, qu'il y ait un suivi dans l'éducation, beaucoup d'amour et du temps. Il faut Hmm. consacrer beaucoup de temps, sans jeter la pierre aux parents qui bossent énormément. Ma vision, c'est que j'ai pas fait des enfants pour ne pas les voir grandir et pour les faire élever par des autres. Donc j'assume totalement le fait d'être restée plusieurs années au chômage, parce que derrière ça, j'ai des enfants épanouis, en totale confiance avec moi, on est fusionnels, parce que j'ai toujours et je serai toujours là pour eux. Et je pense que clairement, euh, c'est le plus important. Des enfants épanouis, heureux, avec qui tu as une relation de confiance. À partir du moment où tu as ça, déjà, tu as déjà tout gagné, je crois. Et pour ma Je peux vous maison, garantir que Tatiana, elle peut arrêter de bosser pendant un mois pour s'occuper des enfants. Encore maintenant, sans problème. Elle dit, ah, ok, pause, allez, à bientôt, on se revoit le mois prochain. Salut! D'accord. c'est le genre de truc que je fais très souvent, tu sais. Des fois, je dis que je pars un mois, puis j'en pars deux. Et ouais, je suis quelqu'un de très cyclique. Donc à l'époque, j'ai pas vraiment de vision du succès. Jamais de la vie. À l'époque, je n'ose imaginer que je vais atteindre euh, des revenus tels que j'ai aujourd'hui, une position professionnelle telle que celle que j'ai aujourd'hui. Mais C'est ça me quoi va tes bien. ambitions à l'époque? À l'époque, à ce moment-là où t'es gogo, t'as toujours tes deux enfants, t'es toujours toute seule du coup? Ouais, je suis toujours toute seule, plus pour longtemps parce que c'est dans ce fameux bar que je vais rencontrer donc celui qui est devenu mon mari aujourd'hui et le papa de ma petite dernière. Ben justement, dans ma tête, je me dis que je veux plus rien savoir, je veux plus de mec, je veux être tranquille, m'occuper de mes enfants la semaine. Le week-end, quand ils sont chez leur papa, ben je bosse du jeudi au dimanche toute la nuit, donc je gagne vraiment bien ma vie. Après, je vais commencer à arrêter de bosser parce que je reprends le bar pour passer gérante. À l'époque, est-ce que j'ai réellement une autre ambition que Gagner celle-là? bien sa vie, c'est quoi, Loulou? 2 000 euros, 3 000 euros, plus que ça déjà à ce moment-là? Euh, à l'époque, je devais chercher à peu près un minimum de 150, 200 euros par nuit, grand minimum en tant que danseuse. Donc, je fais 4 à 5 nuits par semaine. Et quand je reprends la gérance, j'arrive à, par semaine, ça fait quoi? Oui, allez, 2000, 2500 euros par mois, ouais. Et pour moi, c'est énorme, évidemment, parce que je m'en sortais En avec. plus, parce que quand tu fais 200 euros par soir en dansant, tu fais quasiment 3 à 4 000 euros par mois, quoi. J'ai arrêté de danser à partir du moment où j'ai repris la gérance. D'accord. Donc en dansant, tu allais chercher 3 à 4 000. Et Ouais, après, 2005, 3000 en faisant plutôt de la gérance voilà, et tu c'est dansais ça. plus. Ça te manquait pas de danser? Ça me manque toujours aujourd'hui de danser. Si, ça me manque énormément. C'est quelque chose que j'adorais faire. Mais arrive donc à ce moment-là dans ma vie Lio, mon mari aujourd'hui. Et lui, il rentre en tant que DJ. Enfin, d'abord, il vient juste boire un verre parce que ma responsable bar est une amie à lui. Et il faut savoir, pour la petite anecdote, qu'une semaine avant de me rencontrer réellement dans ce bar, il lui a envoyé un message en lui disant elle ne le sait pas encore, mais je vais l'épouser. Je ne sais pas qui il est à l'époque, je ne l'ai jamais vu de ma vie. Et elle me Lui dit, a dit ça à la nana, à sa pote, quoi. c'est ça. Et Il a flashé sur toi, quoi. ouais, il a flashé sur moi par Facebook. On a mis sur Facebook, mais je le calcule même pas parce que ben, je connais pas tous les gens qui m'ont sur les réseaux. Et c'est vrai que ce jour-là, je le vois arriver dans le bar et je me dis tiens, un barbu tatoué, ça me parle. Mais il vient vraiment juste boire un verre. Et bah, il est jamais reparti. De cette première nuit, il n'est jamais reparti. Ça va faire 7 ans aujourd'hui. Et, euh, et je l'ai repris comme DJ à l'époque. Donc, on gagnait vraiment bien notre vie parce que lui avait déjà un job sur le côté. Et le week-end, ben, on bossait à deux. Donc, moi, j'avais la Ouais, vous gérance. bossiez tous les deux le week-end, quoi. On bossait tous les deux et j'ai pris la décision, je ne peux pas dire par respect envers lui parce qu'il n'a jamais été jaloux réellement, mais par principe peut-être. On pouvait se permettre que je ne danse plus vraiment. Donc, c'est déjà plus depuis quelques semaines et donc j'ai totalement arrêté quand il est rentré dans la boîte. Ouais. Ok. Et donc, du coup, à ce moment-là, vous décidez de vous mettre ensemble, de vivre ensemble, et vous gagnez entre 4 000 et 5 000 euros par mois à deux, quoi, en gros. C'est ça. On a vraiment une chouette période où ça gagne vraiment bien. Ça va durer, je dirais, une grosse année. Je me calcule à peu près au niveau de l'âge, ouais, ça doit être à peu près ça. Et puis, T'as quel âge à ce moment-là? alors à ce moment-là, j'ai 20, je ne dis pas de conneries, 24 ans à peu près. Déjà, Ouais. gérer un bar à ce moment-là, tu trouves, ça s'est fait comment? Ça s'est fait au culot? Comment tu passes de danseuse à gérante?
Donc, je suis rentrée danseuse, je suis passée responsable danseuse très vite. J'ai toujours eu ce leadership en moi. Je ne supporte pas trop être menée. J'ai plutôt tendance à gérer les gens, à mener la danse. Et puis, le patron du bar a viré tout le monde. Et il m'a appelé un jour, il m'a demandé de me rendre sur place. Et il me dit, écoute, voilà, j'ai viré tout le monde. Je veux qu'on reprenne tout à zéro. Je suis venue t'observer quelques fois. J'aime ta façon de travailler. Je veux que tu passes gérante. OK. Donc, ben oui, c'est chouette. Et ça s'est fait très facilement. Le fait que j'ai bossé énormément en job étudiant dans l'ORECA, dans la restauration, mes grands-parents tenaient un restaurant, mes parents ont tenu un café, donc j'ai toujours eu les pieds un petit peu dedans. Ça s'est fait spontanément, ça s'est très bien passé. J'adorais ça. Je me sentais importante, tu sais, devoir gérer, faire les plannings, arriver les gens. J'ai toujours adoré ça. Vraiment, le leadership, le management, j'adore ça. Donc ça s'est très, très bien passé. Cette position Et tu de. te voyais, à ce moment-là, tu te vois quoi? Tu te vois gérer une affaire toute ta vie, peut-être même ouvrir ta propre affaire Ouais, ça a commencé vraiment tout doucement. La petite graine a commencé à se planter là tout doucement et à pousser, à faire son petit bout de chemin. Mais on déménage, donc on s'éloigne de ce bar avec mon homme. Et là, on repart un peu dans un cercle vicieux parce que je tombe enceinte de la petite dernière. Donc, oui, je devais avoir 25 ans, quelque chose comme ça, 25 ans, ouais. Je tombe enceinte. Évidemment, on remet le bar parce que c'est pas une vie avec des parents quand on a des enfants du jeudi au dimanche de partir, tout ça, c'était catastrophique. Donc, on remet tout ça, on quitte tout ça. Et là, ça se complique parce que je décide d'ouvrir ma boîte avec un associé de placement de personnel événementiel. Donc, j'ai pris goût à être indépendante avec le bar. Et donc là, je suis approchée par quelqu'un qui a déjà sa boîte de placement de personnel plus dans l'ORECA, donc dans les bars et la restauration, et qui voudrait, pour faire l'événementiel dans Bruxelles, c'est une grosse boîte, pouvoir venir incorporer une partie hôtesse à sa société. Ok. Donc, Et donc toi, ton expérience, on va dire, d'hôtesse, un peu de ce milieu-là, etc. ouais. Pourquoi pas, quoi? De base, c'est mon meilleur ami qui me parle de ce gars-là, qui cherche quelqu'un qui a de l'expérience là-dedans. Et donc, au premier rendez-vous, je débarque. Et je me rends compte qu'il ne cherche pas une hôtesse pour l'aider à monter quelque chose ou à gérer d'autres hôtesses. Il veut une associée pour ouvrir une société de placement personnel vraiment dans l'événementiel et vraiment monter une boîte d'hôtesse. Il me demande si je suis partante. Alors, directement, je dis oui, je suis super contente, j'ai une ambition de dingue, je me sens vivre. Enfin, je me dis, voilà, pas de patron, je suis libre, je bosse quand je veux, d'où je veux. C'est vraiment une révélation pour moi. Je déchante très vite parce que ça se passe très mal. Il me l'a fait à l'envers, clairement. Il me laisse monter le portefeuille client, choper quelques rendez-vous. J'ai eu de très beaux rendez-vous. J'ai eu le stade de foot de Bruxelles, des Diables Rouges, par exemple. Donc, je bosse bien, quoi. Et un jour, il me l'a fait à l'envers. Bon, je ne m'étalerai pas sur la façon dont il l'a fait ici, mais il réussit à m'exclure de la société sans rien me laisser, quoi. Donc, pouf, coup de massue. Et donc Difficile. à ce moment-là, tu vas chercher des clients, tu vas trouver des nanas, et puis tu te démerdes pour faire l'intermédiaire, quoi, en gros. C'est ça. Oui, pour certaines, quand il me manquait une fille ou l'autre, je bossais aussi en tant qu'hôtesse. Donc, je les manageais, mais je bossais aussi. D'une part, ça me permet d'avoir l'œil sur elle, et puis d'une autre part, c'est quelque chose que vraiment j'adore faire, que j'ai ça en moi, c'est une vraie passion. Donc, réellement, je continue à bosser jusqu'à ce fameux jour où il réussit à m'éjecter, parce que c'est vraiment le mot de la société. Et là, c'est un Vous peu. aviez un désaccord, vous étiez une mauvaise entente, il y avait eu un sous-entendu, ou du jour au lendemain, tu découvres ça Écoute, pas du tout, ça se passait très bien. Pour faire court, c'est quelqu'un qui avait des boîtes aux États-Unis et ça a coulé, donc il revenait. Mais bon, bref, il est reparti plusieurs fois. Et là, il est parti aux États-Unis un mois. Et il était convenu que j'aille au bureau. Le bureau, c'était chez lui dans sa maison, mais il avait un espace bureau, un peu comme moi j'ai ici à la maison. Il était convenu que j'y aille le mardi et le jeudi. Comme ça, il était derrière moi, il pouvait m'aider à bosser, m'apprendre vraiment à développer une entreprise. Et voilà. Et donc, il prend un mois de vacances aux États-Unis. Évidemment, pendant ce mois-là, je continue ma prospection chez moi de mon côté. Il est logique que je ne vais plus chez lui au bureau, j'ai même pas la clé, fatalement, je n'y vais plus. Et il me la fait à l'envers à ce moment-là. Je reçois un courrier 2 semaines après me priant de retourner au travail parce que sinon, il m'éjecte. Donc, pour m'assurer un certain revenu, j'avais signé un contrat qui m'assurait 1500 euros par mois le temps que la boîte se lance, tu vois, en plus des coms. Sauf que je me suis fait avoir comme une bleue parce qu'en signant ce contrat, j'ai signé un contrat de travail
Quand lui s'est barré aux États-Unis, on avait convenu verbalement que je n'allais pas au bureau à ce moment-là. Et lui, il en a profité pour me faire virer de la société en me mettant un contrat sous les yeux. Alors que c'était pas du tout ça qui était fait, mais bon, premier pas dans l'entrepreneuriat, je me suis fait avoir. Et pourquoi tu penses le mec voulait récupérer le total leadership du projet, il voulait plus t'avoir dans les pattes? Ouais, voilà, je pense que pourtant ça se passait très bien, mais je pense que voilà, il y a eu un moment où il s'est dit que Vous ça avez part. jamais eu de conversation finalement? Ah non, il a tout parce que pourtant, enfin voilà, quoi, j'ai beau faire 1,65 m et 50 kilos, tracasse que quand j'ai vu ça, j'ai essayé de l'appeler direct, j'ai envoyé des mails de malade, lundi je suis chez toi. 3 fois, il a reporté le rendez-vous en disant qu'il n'était pas là. Et pour finir, je ne l'ai plus jamais vu. Et il me sommait de lui rendre, il m'avait mis un MacBook Pro à disposition à l'époque, et il me sommait de lui rendre le MacBook, tout mon fichier client, tout mon fichier hôtesse, enfin bref, tous mes fichiers. Il voulait tout récupérer et m'éjecter. Et vulgairement parlant, je lui ai tout foutu au cul parce que je suis allée voir un avocat. Et quand on a revu les termes du contrat, l'avocat a dit, écoute, logiquement, il n'y a pas de problème. Tu as assez de preuves. Parce que j'avais des mails. Je discutais par mail avec lui des rendez-vous que je faisais pendant qu'il était aux États-Unis. Et donc, dans ces mails, à aucun moment, il m'a dit, t'es pas au bureau, va travailler. Enfin, il avait le suivi de mes rendez-vous, en fait. Donc, ils ont bien vu que c'était une supercherie grosse comme ça et qu'il essayait de me. Ah, on a été coupé. On a été coupé rapide. C'est marrant, on a été coupé juste au moment où tu dis c'était une grosse supercherie, il a essayé de me. Et c'était a été bip, tu vois. Donc oui, et, c'était clair comme de l'eau de roche que j'avais rien à me reprocher, que c'était lui qui avait décidé de se séparer de moi et qu'on en resterait là. Donc ça n'a pas été plus loin. Il a quand même eu le culot de me faire envoyer un courrier d'un avocat, je pense, 1 an après, pour récupérer ce fameux MacBook, alors qu'il me devait encore 2 mois de salaire, puisqu'il voulait s'en tenir au, Le contrat. au contrat, voilà, au contrat. Et donc je suis allée à la police avec ce fameux courrier où il disait que le MacBook comptait pour les derniers mois, etc. Enfin bref, un gros mishmash pas possible. Et là, je me retrouve un peu le bec dans l'eau parce que, donc, enceinte de ma dernière, la même année, mon homme a 27 ans, 26 ans. Et à l'époque, là où il travaillait, jusqu'à 26 ans, ils avaient des primes à l'engagement. Et à ses 26, plus. Donc, quelques jours avant son anniversaire, il apprend qu'il est licencié. Donc, on se retrouve en même temps enceinte de la petite dernière, ma société qui me passe sous le nez et lui qui perd son job. Première expérience entrepreneuriale. Check. On mange. Ouais, mais ça m'a beaucoup appris. J'ai énormément retenu, énormément retenu de cette expérience-là. Mais ça a été compliqué de se relever en fait, puisque lui, plus de boulot, il était toujours DJ le week-end. C'est ça qui nous a clairement fait manger pendant des années, pendant moins de 2 ans, heureusement. J'ai bossé aussi avec lui, je retournais bosser avec lui au bar tant que je pouvais, donc avant que je tombe enceinte, tous les week-ends. Les deux plus grands étaient chez leur papa, donc tant que la petite n'était pas là, j'allais bosser au bar et on s'en sortait plus ou moins bien. Mais voilà, quand Maxime est arrivé, j'ai dû arrêter de bosser, ça a été vraiment délicat. Et s'est présenté à moi une opportunité dans le net marketing, dans la vente directe, donc le MLM. À ce moment-là, juste avant, du coup, les réseaux sociaux, quelle place ça a dans ta vie? Je suis très active sur les réseaux sociaux, mais pas professionnellement. C'est juste que voilà, j'aime partager avec ma communauté, j'aime publier les photos que je fais. Je continue à faire de la photo à l'époque en collaboration. Hein. Je me suis fait un petit panel de potes photographes et j'adore ça. Ouais, donc des potes en Belgique qui t'appellent un week-end, de temps en temps, t'y vas, il y a des belles photos, tu les partages sur les réseaux, t'es belle, t'as des likes et tu kiffes, quoi. Voilà, c'est ça. C'est vraiment plus Ok. pour le principe. Là où je continue à me faire de l'argent jusque tard dans ma grossesse, d'ailleurs, j'ai des photos de meetings où je suis énorme, je suis prête à accoucher. Et enfin voilà, c'était la décision des potes qui organisaient les meetings de m'avoir quand même. Et je continue à bosser là-dedans le week-end, en saison évidemment, parce que hors saison, il n'y a pas de meet, donc Il n'y a il n'y rien. a pas de circuit, c'est foutu. Mais je Ouais, donc continue. ça, finalement, t'en fais quand même tout le temps, en permanence. Tu gagnes combien en général sur un meeting? Quel est le volume de meeting que tu vas faire? En pleine saison, j'en fais d'office 1 à 2 par week-end, selon si c'est par 2 jours ou si c'est juste un jour. Et je vais chercher, à la journée, je prends 250-300 € pour la présence, pour le meeting, les photos et tout ça. Donc c'est vraiment, ça dépend. Hein. Si c'est les vacances, parfois il y en a qui commencent le jeudi, qui C'est terminent le lundi. bien. En freelance, c'est bien. Ça permet quand même, effectivement, toujours de garder.
de C'est garder ça. un certain équilibre et de se payer, on va dire, un minimum de train de vie. Même si c'est pas récurrent, même si c'est en dents de scie, même si c'est pas stable, Mais finalement, c'est un peu toute ton histoire quoi, qui a été construite là-dessus, quoi. ouais, c'est vraiment ça. Tout comme le fait que mon homme continue à être DJ à gauche, à droite, il a ses résidences dans des boîtes, mais il est invité un peu partout ailleurs. On n'est jamais resté à attendre que ça tombe. D'office, le week-end, dès que les enfants sont pas là, on a ce besoin d'aller chercher, surtout dans l'événementiel, dans sa globalité, un revenu complémentaire. Et à ce moment-là, du coup, quand tu t'essayes de faire un vrai projet entrepreneurial qui t'est un peu tombé dessus, que ça marche pas forcément, que tu as vécu 95% de ta vie en dents de scie, un peu en mode bohème, est-ce que tu te dis pas, bon, allez, troisième enfant, je vais rentrer dans le moule, je vais faire un truc carré. Non, jamais, pas un peu. Non, déjà rien que la phrase rentrer dans le moule, ça me donne des frissons. J'en ai les poils qui se dressent, j'ai horreur de ça, je supporte pas ça vraiment. Il y a des gens qui le vivent très bien, hein, mais moi, je peux pas. C'est limite, si tout le monde le veut ou que tout le monde le fait, ben j'en veux pas et il faut pas m'en parler. Et clairement, même si ça s'est mal terminé, T'as kiffé quoi. oui, j'ai kiffé, j'ai appris plein de trucs et surtout, ça a confirmé que j'avais besoin de liberté et que je peux bosser 20 heures par jour sans problème, sans râler, mais il faut que je bosse pour moi. Je veux pas de Donc collègues. justement, c'est quoi les valeurs pour toi derrière l'entrepreneuriat? Donc bosser pour soi. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a le fait de bosser pour soi? Bah C'est déjà, quoi, quel est le sentiment, quelle est l'émotion qu'il y a derrière qui toi, te porte? tu bosses pour toi, tu bosses pour ta famille, tu t'élèves toi, tu élèves les tiens et t'élèves personne d'autre, quoi. Tu bosses pas pour les rêves d'un autre. Je bosse pour mes rêves, il n'y a pas de problème. Je vais bosser 3 jours d'affilée sans dormir pour mes rêves, pas pour celui de quelqu'un d'autre. Pas Et pour à celui ce de quelqu'un moment-là, d'autre. du coup, est-ce que ta vision du succès, est-ce que tes rêves sont plus dessinés? Est-ce que tu imagines un futur? Est-ce que tu as une vision un peu plus claire sur ce que tu veux, sur ce que tu attends de la vie? Pas encore. Pas encore. Ça va venir un tout petit peu après quand je vais voir que j'ai réussi à allier ma passion et un business, à savoir Internet. Internet, le partage des gens. Je vais me rendre compte que là où toutes les années auparavant, on m'a dit, ouais, elle fait que se montrer sur les réseaux, ça sert à rien, elle sert à rien, elle est bonne et conne. Je me rends compte qu'en fait, bah, c'est cette opportunité qui débarque dans le MLM. Toutes ces années durant lesquelles j'ai bossé mon réseau, c'est du pain béni. Enfin, j'ai un réseau sur un plateau d'argent pour moi développer mon opportunité. Et là, ça fait cling. Donc, j'ai pas encore réellement la vision au long terme du succès que je pourrais avoir, que je veux. J'ose pas rêver trop loin parce que je dis, je vis au jour le jour, donc je me permets pas de rêver à quoi que ce soit. Et ça va démarrer très vite aussi suite à ça. Mais à l'époque, Tu non. connaissais le MLM un peu avant, pas du tout? J'ai jamais entendu parler. Qu'est-ce qui va se passer du coup? Je suis même plutôt du genre la connasse qui ferait bien un statut. Ouais, ça se saurait si les produits d'internet, ça vous faisait rire. C'est le genre de conneries que je peux sortir sur les réseaux parce que j'ai une grande gueule et on me connaît pour ça. Euh, grande gueule parfois parler un peu sans savoir, force est de constater. Et donc non, j'ai un mec que je connais ni d'Adam ni d'Ève qui m'envoie un message sur Facebook et qui me dit salut, je te suis sur les réseaux, j'ai pu voir que tu aimais le management, le leadership. J'ai payé une formation pour mon équipe ce week-end. Il y en a une qui est malade, elle ne sait pas venir. C'est pas très loin de chez toi, c'est payé, viens. Bon, sur le coup, je me dis, bah ouais, pourquoi pas. Entre-temps, ma bagnole tombe en rade et le mec me dit, c'est pas grave, je viens te chercher. Je dis, putain, il veut vraiment que je participe à sa formation alors que je paye pas. Enfin, tu sais, sur le coup, je me dis, c'est cool, j'y vais parce que c'est vraiment quelque chose qui me passionne. La formation, j'adore ça encore aujourd'hui. Développement personnel, j'ai un degré d'enseignabilité très élevé. Et donc, j'y vais. Et j'ai compris par après pourquoi il me voulait absolument à cette formation. C'est qu'il était dans une société qui est en pleine expansion, en pleine ouverture en Belgique, et une société de MLM. Et bah, il me suivait sur les réseaux, donc il connaissait la notoriété déjà que j'avais à l'époque. Et il s'est dit, elle, si je la signe avec le réseau qu'elle a, il y a vraiment moyen que ça donne quelque chose. Donc lui croit en moi avant même que moi je ne sache de quoi il s'agit. Et du coup, justement en termes de notoriété, etc., à l'époque, il y a combien de personnes qui te suivaient? Quel était l'impact potentiel, tu vois, que tu pouvais avoir? Parce que, tu vois, typiquement, moi, j'ai toujours eu beaucoup d'amis sur Facebook. Bah, à part pour vendre des conneries sur le bon coin, ça m'a pas servi à grand-chose, quoi. En tout cas, au début. Ouais, ouais. À l'époque, je ne saurais pas te dire exactement où j'en suis. Je dirais, je suis à 20 000 maintenant, j'étais peut-être à 8 000 personnes sur ma page.
à peu près, je pense. Ouais, donc il y avait quand même du monde, quoi. Et donc, principalement, tu postais des photos systématiquement, shooting, les photographes qui relayaient, etc. C'est ça, le présent sur Les le meetings et tout. ma vie de maman aussi, déjà à l'époque, je mélange tout parce que ça fait vraiment partie de moi à part entière, mais bien plus que tout le reste. Et donc, je partage déjà ma vie de maman, les conneries de mes enfants, ce que je fais avec eux, mes trucs et astuces. Et je commence déjà à être bien suivie par des mamans qui, à l'époque, me trouvent inspirante parce qu'elles savent que je m'en suis sortie seule pendant plusieurs années et aussi parce qu'elles revoient un certain espoir dans le fait que même si tu es déjà maman avec des enfants, tu peux toujours trouver l'homme de ta vie, te remarier, avoir des enfants. Enfin bref, elles y croient. C'est un petit peu mon melting pot de l'époque. Et donc, il m'invite à cette réunion-là de MLM. Au début, on parle leadership, management, donc je gère, nickel. Et puis arrive un moment où on commence à parler de cross-line, de downline. Enfin, tu vois, ça devient un peu plus technique dans le MLM. Et là, le gars se retourne et me dit, mais tu sais ce que c'est du MLM? Honnêtement, je rougis parce que je suis une grande amoureuse de la langue française et de bon vocabulaire, je lis énormément, mais je sais absolument pas de quoi il me parle. Et il m'explique quoi. Multi-level marketing, vente directe, et il me dit, c'est comme Tupperware et tout ça. Ah, bon, oui, ok, bah, c'est ça qu'on fait, qu'il me dit. Ok, c'est tout. Je fais ces 3 jours de formation basés sur le leadership, mais voilà, pas forcément uniquement sur la société de MLM. Et donc, le dernier jour, en ramenant à la maison, il m'explique l'opportunité réelle, la société réelle dans laquelle il travaille. Ouais, Et donc c'était pas un rendez-vous de recrutement, c'était vraiment une formation. c'était une formation réelle, mais lui, derrière, en m'y invitant, je Oui, savais. lui, il le savait, mais eux, ils allaient pas te pitcher forcément la société. C'était Ah non, 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 vraiment. non, c'était un. J'ai gardé très bon contact d'ailleurs avec ce formateur. Il fait du consulting au Luxembourg. C'est lui qui forme mes équipes aujourd'hui. Je sors de formation d'ailleurs lundi, mardi, j'étais encore avec lui. J'ai gardé un très bon contact avec. Donc non, clairement, je me sens pas prise en étau. Ouais. Voilà, pour un recrutement, je me sens pas lésée du tout. Et je rentre à la maison. J'explique l'opportunité à mon homme. Je suis super emballée à l'époque. Je suis de nature très. Quand je suis cyclique, mais je suis aussi. J'ai pas vraiment de limite. Donc quand je suis à fond, je suis à fond. Et Ouais, quand je très suis. euphorique. Ouais. Et donc là, je suis vraiment super emballée par le truc. Et comme 95% des gens vont répondre à quiconque va parler de MLM, mon homme me regarde et il me dit ouais, tu vois pas, on va pas dépenser tout l'argent, c'est du pyramidal, c'est des produits miracles. Et il me casse dans mon élan, je retombe comme un flanc. Mais vraiment, 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 vraiment. Sur le coup, je me dis qu'il a peut-être raison, que je suis prête à abandonner. Le fameux meilleur ami qui m'avait présenté, le mec mon associé qui m'a éjecté quelques mois avant, était lui, je ne sais pas si je peux citer, mais était dans des grosses sociétés MLM qui aujourd'hui sont fermées. Je sais qu'il fait ça. C'est limite de la pyramide de Ponzi, mais bon, bref, je sais qu'il a le pied dedans. Et mon mari me dit, si Booba confirme, s'il regarde le truc et qu'il dit que c'est bon, tu peux. Et donc là, j'appelle le mec qui m'avait recruté. Je lui dis, écoute, je vais présenter l'opportunité à mon meilleur ami. S'il dit oui, je peux. Et là, il me dit, malheureuse, présente pas ça. Je t'en ai parlé 10 minutes, tu vas te perdre complet, tu vas raconter n'importe quoi. J'arrive. Donc le mec refait demi-tour, il revient à la maison, je donne rendez-vous à mon meilleur ami, il présente l'opportunité. Et c'est comme ça que ça s'est lancé. Mon meilleur ami a trouvé ça clean. En tout cas, il m'a dit, écoute, moi, t'as rien à perdre, tu peux te lancer. Et c'est comme ça que... Il fallait mettre de l'argent à l'époque ou pas? Alors, c'est pas obligatoire. C'est absolument pas obligatoire. Après, tu as un certain nombre de points à faire, un certain nombre de paliers à atteindre. Tu atteins celui qui te plaît, le plus petit, le plus haut. Et justement, Booba dit à ce gars-là, si elle rentre, c'est pas pour s'amuser, donc il faut qu'elle atteigne le plus gros palier directement. Avec sa notoriété, elle est là pour recruter des gens. Donc, elle peut pas et vendre et faire des points et recruter sur le côté, elle peut pas tout faire. Et donc, il dit, si elle n'arrive pas à atteindre ces points, tu mets le reste parce que je veux pas qu'elle dépense 1 euro. Quoi. On se lance, mais elle peut se lancer, mais je veux pas qu'elle mette 1 euro. Et donc, le mec dit... le mec, comme il te voulait en recrutement, il a accepté le deal. Ouais, ça il accepte le deal direct. On commence à bosser très vite. Dès le lendemain, il est devenu fou parce qu'entre-temps, sur la nuit, j'ai pas tout de suite lié mon réseau officiellement à l'opportunité parce que quand tu as un minimum de notoriété, si tu te lances dans un truc et tu te casses la gueule, tu te fais manger par les loups. Et j'avais peur de ça, de perdre ma crédibilité. Donc au début, j'en ai pas parlé. J'en ai pas parlé à mon réseau. Et j'ai simplement fait un groupe. J'ai fait la pub de ce groupe sur mon profil en disant, est-ce que tu veux un job? Ce groupe, je l'ai toujours d'ailleurs, ça s'appelait Team Ladies. Et si tu veux un job, rejoins le groupe. Basta. Et uniquement en interne à ce groupe,
J'ai commencé à expliquer l'opportunité, de ce que j'en savais, parce que quand je me tapais à peu près 1h45 à présenter l'opportunité, je pense à l'époque. Mais ça fonctionne très bien. Je ne sais pas exactement ce que j'explique, mais au moins j'y crois. J'ai une euphorie telle, j'y crois, j'ai pas le choix. Tu vois, cette fois-ci, c'est la bonne. Allez, c'est ça qu'il me faut. Bosser sur Internet depuis la maison, avec mon réseau, des produits qui me parlent, en lesquels je crois. Enfin, vraiment, j'y crois. C'est vraiment ça qui me sauve, c'est que j'y crois. Et au bout d'un mois, j'ai une trentaine de nanas prêtes à démarrer l'activité avec moi. C'est énorme, vraiment. Et sans aucune expérience là-dedans, je me rends compte aujourd'hui que vraiment c'était énorme. À la maison, c'est pas le top parce que les toutes petites économies qu'on a, ben, je les dilapide en location de salle, en essence, pour parcourir la Belgique, faire mes présentations d'opportunités et récupérer des filles. Je suis beaucoup partie en formation avec ce gars-là, donc, qui s'appelle Caïs. Je vois pas beaucoup mon homme et il voit l'argent partir, mais pas encore rentrer, donc c'est un peu délicat. Mais j'y crois. Quoi qu'il en soit, j'y crois. Entre-temps, la petite est née, donc je bosse avec le PC, il me l'amène, il me la met au sein. Enfin, je bosse là, je la retire, je vais amener les petits à l'école, je reviens, je ferme le PC, il est 2h au matin. Je passe 16-18 heures par jour là-dessus, toujours sans y lier mon réseau. Je vais expliquer, mettre ça au grand jour sur ma page et mon profil, pas avant 6 mois après, je pense. C'est important de le dire parce que je n'ai pas réussi uniquement grâce à mon réseau. Parce que pendant les 6 premiers mois de l'activité, j'ai pas mis mon réseau à contribution réellement de ça pour mes ventes et mon recrutement parce que je ne l'ai pas dit en fait. Ça se passait toujours dans ce groupe privé. Et ça, c'est important. Tu voulais être sûr que ça fonctionne, c'est clair. Ouais, tu voulais pas trop te brûler, pas trop te griller. Ouais. Et en 6 mois, j'atteins à peu près 1 500 € par mois. Donc un salaire, un bon salaire normal, je dirais, sur un CDI avec cette opportunité. Ouais. Et donc, du coup, à ce moment-là, tu te dis top, banco, on y va, ça me correspond, ça me plaît, ça marche, yallah, ouais. quoi. C'est ça. Et donc là, je te parle de ça, il y aura 3 ans ici, début décembre, que je suis dans cette société. Et, toujours la même, t'as pas changé? Non, toujours la même, j'ai pas changé. Je suis plutôt accro aux valeurs et aux principes de cette société. Les produits me parlent très très bien aussi. Et j'ai une équipe de 400 personnes aujourd'hui qui travaillent avec moi. 400 nanas, j'ai quelques mecs, hein, mais qui, pour la plupart, me ressemblent. Elles sont mamans solo, elles y croient, elles savent que si je les fais, elles peuvent le faire. Et j'ai toujours ce besoin de leur montrer la route et de leur dire, putain, les filles, c'est pas parce que vous vous séparez, que vous avez des enfants, que vous êtes toutes seules, que vous devez vous laisser crever. Et, une autre vie est possible, il y a moyen, quoi. Et c'est ça qui réellement me fait vivre aujourd'hui émotionnellement dans le MLM, c'est de pouvoir les élever, elles. Ça, l'argent, c'est top, hein, je gagne vraiment bien ma vie, mais de pouvoir élever les gens, c'est magnifique, hein, vraiment. Il n'y a pas longtemps, là, tu as pris 2 mois de vacances au lieu d'un. Tu as fait des palais aux suites les plus magnifiques d'un pays à l'autre. Tu fais la couve d'un magazine dédié au networking. Tu es première revendeuse distributeuse de ton MLM en Belgique. Tu t'es acheté un gros bébé Porsche Cayenne. Vous êtes toujours marié avec Lio, tes enfants vont bien. Et tu as 400 nanas avec lesquelles tu bosses et tu aides à se développer au quotidien. Est-ce que tu aurais pu imaginer ça? Jamais. Jamais de la vie, j'aurais pensé à un truc pareil. Jamais. Toujours Qu'est-ce qui a fait le démarrage de l'activité à aujourd'hui, autant de croissance, autant de stabilité au niveau des revenus, de diversification, de confiance en toi pour lancer d'autres activités derrière? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment elle s'est transformée, cette Tatiana? Je pense que la petite Tatiana, elle est toujours là, c'est toujours la même. Ce qui me sauve à Je chaque confirme fois, aussi. ce qui me sauve à chaque fois, c'est, je sais pas si on peut dire optimisme, mais quoi qu'il arrive, j'ai la rage. J'ai une rage qui bouillonne en moi, une colère presque qui me fait avancer au quotidien. Bon, y a des hauts et des bas, hein, mais je crois que ce qui me sauve toujours, c'est cette capacité de résilience à me dire que ça va aller. Par la porte ou par la fenêtre, ça va aller de toute façon et je fonce. Et je broille, comme on dit ici, et quoi qu'il arrive, j'avance et on verra ce que ça donnera. Et c'est réellement ça qui me sauve parce que, un peu comme je t'expliquais tout à l'heure, quand je me revois maman solo à l'époque,
j'ai mal pour cette maman-là, je souffre pour cette fille que j'étais avant, alors qu'à l'époque, j'ai pas le souvenir d'être réellement si mal que ça. Je pense que j'ai encore plus de douleur à m'en rappeler aujourd'hui que j'en ai eu à l'époque. Et ben là, c'est un peu pareil. Quand je suis dans une tempête émotionnelle, professionnelle, je ne me rends pas vraiment compte parce que je fonce ou alors je gère tout, un peu comme j'ai fait. Et tu dis, voilà, je vais prendre un mois de vacances, j'ai pris 2 mois, je suis partie, je passais d'un avion à l'autre, j'ai pris mes enfants, je me suis barrée. Et puis, ben, quand je reviens, tout va bien parce que quoi qu'il arrive, j'avance. Je ne sais pas toujours forcément où je vais. Bien là qu'aujourd'hui, ça commence tout doucement à se dessiner. Mais je sais que j'avance. C'est mon seul but. C'est de ne pas revenir là à tout ce que j'ai connu. Je ne veux plus jamais manquer de rien. Je veux que mes enfants ne manquent de rien. Et surtout, je veux partager cette opportunité et je veux que d'autres nanas puissent atteindre, peut-être pas ce niveau-là, mais au moins une plus belle vie, quoi. Ça, c'est mon moteur. Justement, j'allais te dire, c'est quoi ton super pouvoir finalement de super-héroïne? C'est ton super optimisme, tu dirais que c'est ça? Ta capacité à ne jamais rien lâcher? Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça. C'est pas toujours positif parce que quand je pars dans une mauvaise direction, je m'y accroche quand même et je vais jusqu'au bout. Mais c'est ça aussi qu'on appelle l'expérience, je pense. Euh, Chaque échec est vertueux si on en tire une leçon. Vu que je Quand me tu te plante. remets un peu dans les basques de la Tatiana avec le garçon sous le bras gauche, la fille sous le bras droit, toute seule dans son appartement. Après cette première séparation, ces longues nuits seules et froides. Qu'est-ce que tu lui dirais? C'est là que je pleure. Bah, de rien lâcher et que un peu ce que je me dis aujourd'hui en fait que ça va aller. C'est juste souffle, respire et confiance et confiance. Ouais, je crois que c'est ça. Et confiance, ça va aller. Ouais. Je me le répète C'est encore un beaucoup. peu, c'est un peu presque une espèce de conte de fées moderne, quoi, pratiquement. Oui, oui, clairement, puisque derrière toute cette histoire, il y a aussi l'aspect de la gogo danseuse qui rencontre un mec qui a déjà 2 enfants, toute seule, qui rencontre un mec euh, qui est DJ, donc dans le milieu de la nuit, qui est tout seul. Alors là, on se dirait, ouais, rencontrer son mec en boîte, ça n'ira jamais, il va la sauter, elle va le larguer. Enfin, en plus, elle se fait des photos à poil. Tu vois un peu ce qu'on pourrait se dire quand on imagine 2 personnes qui se rencontrent dans ce genre de milieu. Et, euh, et ben, au final, voilà, quoi, ça va faire 7 ans qu'on est mariés. La petite puce a fêté ses 4 ans la semaine passée. Et tant au niveau professionnel que personnel, je pense que si on arrive à choper ce cercle vertueux, à jamais lâcher, à toujours y croire et à surtout pas se reposer sur ses lauriers, euh, il y a moyen. Il y a moyen et on peut y arriver. Et en tout cas, toi, t'y croyais. Ouais. Je savais pas comment, je savais pas par quel moyen, je savais pas où, je savais pas qui, mais j'y croyais. Ça ne peut qu'aller bien. Alors est-ce que c'est réellement ouais, cette force d'optimisme ou cette obligation de se dire, et à force de répéter à ses enfants que ça va aller, ou de se répéter à soi-même que pour le bien de ses enfants, ça va aller, est-ce que c'était la force de la pensée, quelque chose comme ça qui m'a fait tenir, ou réellement le karma, ou enfin, je sais pas. Mais c'est vraiment ça qui me sauve de chaque situation, en fait. C'est de me C'est quoi dire, ta définition du bonheur aujourd'hui, Loulou? le bonheur, pour moi, c'est de pouvoir faire ce que je veux, au moment où je le veux, avec qui je le veux. C'est pas forcément financier, c'est pas forcément émotionnel, c'est de pouvoir. J'ai vraiment ce besoin de liberté, et, c'est de pouvoir me dire, quoi qu'il arrive, j'en ai marre d'ici, eh ben viens, casse-toi, prends tes enfants, on s'en va. Et j'ai gardé cette habitude de déménager tous les ans, d'ailleurs. Jamais plus d'1 an dans la même maison. Euh, et quand je me plais très bien dans la région, c'est pour vous dire à quel point j'en suis, je prends la maison dans la même rue. Donc là, la maison qui est là en face dans ma rue, j'y habitais l'année passée et j'ai repris la maison en face cette année parce que la vue était plus belle, parce que j'ai ce besoin de bouger constamment. Constamment, constamment. Et pour moi, c'est ça le bonheur, je pense, c'est de pouvoir faire ce que je veux sans me dire derrière, oh, mais il y a telle personne qui va dire ça, ou mais je dois être là à tel moment, ou mais financièrement, ça ne va pas le faire. C'est de pouvoir faire ce dont j'ai envie. Est-ce que tu dirais que tu as réussi ta vie du coup aujourd'hui ou pas? Et c'est quoi tes ambitions pour demain? Est-ce que tu as une vision du coup? Est-ce que tu as des rêves maintenant aujourd'hui? Plus construits, plus structurés? Est-ce que Oui, tu oses rêver maintenant? ouais, ça y est. Ça y est, tout doucement, en plus maintenant on rêve à 2, donc c'est déjà beaucoup plus simple. Euh, je pense avoir réussi ma vie, oui. Je pense avoir réussi ma vie.
Le seul truc qui me fait peur, c'est que je sais que j'ai cette force en moi par l'éducation de mon père qui m'a toujours forcée à me débrouiller toute seule. Et là, je me dis que mes enfants, même s'ils le méritent, ils sont un peu comme des coqs en pâte et j'ai peur qu'ils ne se rendent pas bien compte plus tard de la chance qu'ils ont. Je fais tout pour, hein, réellement, je leur fais faire des petits boulots. Enfin, j'essaye vraiment d'être top niveau éducation, faire de la prévention au niveau éducation financière avec eux. Mais sinon, oui, je pense que j'ai réussi ma vie. Et alors là, pour les mois, années à venir, on a c'est même plus un objectif parce que là, ça va être fait, de déménager en Asie. Je veux que mes enfants grandissent dans une école internationale, qu'ils soient bilingues très très tôt, reprendre des business là-bas. Et alors ici, on est en train de concrétiser un projet dans l'immobilier. Vraiment devenir rentier, pouvoir mettre mon argent dans des briques, des choses qui ne s'envolent pas comme ça, et vraiment créer quelque chose qui va perdurer dans le temps pour que mes enfants aient la clé d'un petit empire en main, leur apprendre à le gérer, évidemment, à l'avenir. Ça, c'est le rêve que je veux me faire. Du coup, effectivement, de la petite nana qui démarre dans le marketing de réseau, tu as développé d'autres qualités, d'autres compétences et tu t'es développé vraiment en tant qu'entrepreneur, avec un E au bout. Comment elle s'est faite cette transition? Comment est-ce que tu l'as vécue? D'ailleurs, est-ce que tu te l'es dit? Est-ce qu'un jour tu t'es regardé dans le miroir en ayant confiance en toi, en te disant je suis une entrepreneuse ou, ou c'était encore un peu compliqué ça? C'est encore un peu compliqué, hein. Même aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi j'ai toujours ce problème de confiance, le syndrome de l'imposteur. Moi, c'est mon pire ennemi, c'est le syndrome de l'imposteur. Et comme de nouveau, je suis très, très cyclique, il y a des fois où ça va, des fois où ça ne va pas. Mais c'est OK. Je suis OK avec ça parce que je sais que c'est dans ces moments-là où ça va un peu moins, que ça me permet d'entrer en introspection et de pouvoir ajuster les voiles. Et ça évite de foncer au mur une fois de plus. Et c'est quand même très, très intéressant. C'est super important aussi. Je pense que quand j'ai commencé réellement avec cette société de personnel dans l'événementiel, à mettre mes petits tailleurs, à essayer de m'habiller vraiment correctement, à aller à mes rendez-vous, tu vois, j'ai ma petite mallette avec mon ordinateur, je suis en tailleur et j'ai un rendez-vous, quoi. Ça, c'est le premier moment-là. Il y a 1000 photos sur Facebook dans mon miroir avec mon tailleur parce que j'étais super fière. Je suis encore nulle part à l'époque, mais dedans, j'y suis déjà. Et de nouveau, c'est un paradoxe de dingue parce que j'ai ce manque de confiance en moi, mais j'y suis déjà quand même. Je suis déjà à la tête de mon entreprise, quoi. Je me vois déjà. Et ça, je pense que ça fait énormément. Et c'est ce que j'apprends aujourd'hui à mes filles. C'est, mes filles, pas mes filles à moi, mais mes filles dans la société. Je leur dis toujours, faites comme si. Faites comme si, faites-vous un beau bureau, même si c'est un simple rendez-vous avec quelqu'un, habillez-vous correctement, sentez-vous belle, faites comme si, et ça va aider. La suite, ça suivra. Le reste, on découvrira, ça courra de source après. Tu te vois continuer, aujourd'hui, tu te vois vraiment continuer de développer dans le marketing de réseau, tu te vois aller dans d'autres industries, dans d'autres milieux, tu te vois creuser d'autres voies. C'est quoi aujourd'hui tes aspirations, toi? Alors aujourd'hui, j'ai déjà une autre société, donc j'ai refait une société de placement de personnel événementiel, la mienne à moi, toute seule, comme une grande. Et là, c'est un peu à l'arrêt, évidemment, mais ça me Donc permet. avec toujours l'objectif d'envoyer des hôtesses sur de l'événementiel. Et toujours dans le milieu automobile, donc je fais beaucoup. T'as le carnet d'adresses, t'as les gens, t'as les nanas, t'es entre guillemets un bon panneau publicitaire pour vendre le truc. Donc ça j'ai continué, c'est un peu à l'arrêt et je bosse comme ça me chante, quoi. Je fais pas de prospection, c'est quand on m'appelle, mais ça me plaît. J'ai mon petit carnet d'adresses, j'ai mes filles derrière, donc j'ai j'ai cette société-là. Mon mari, entre-temps, s'est lancé photographe, donc on a une société dans la photographie aussi, où on aide des femmes à reprendre confiance en elles. Et alors ça, c'est patché avec mon côté coaching. Donc toutes ces nanas que je coach au quotidien, on essaye de terminer le coaching par une séance photo, parce que le fait qu'elles se voient belles, déjà rien qu'elles se voient belles, qu'elles se voient comme une femme confiante et ce genre de choses, ça vaut 1000 appels de coaching, vraiment. Ça crée une transformation. Ouais. Ah oui, moi-même, hein, quand je me vois comme ça aide. Donc, si ça peut me faire prendre à moi un peu de confiance, ça peut faire prendre à tout le monde. Donc, je termine chaque séance par ça. Donc, c'est aussi un côté de revenus qu'on a. Et donc, il fait des vidéos aussi pour quelques produits sur Internet et ce genre de choses-là.
en fait, qu'on commence vraiment l'esprit entrepreneur, tu le chopes, je pense, quand t'en as jamais assez. Tu te limites pas à une société, à un revenu. Tout ce que tu vois, tout ce que tu touches, tu réfléchis à comment faire de l'argent avec, quoi. Et donc, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à 6 revenus. Et c'est super important de diversifier. Quand on traverse une crise comme celle qu'on est en train de traverser aujourd'hui, on est bien content de ne pas avoir que l'événementiel. Nos boîtes de nuit sont fermées. On n'a évidemment plus personne. Il n'a plus mixé depuis des mois. On est super content d'avoir un truc, un business en ligne. Et j'ai repris aussi la photo sur un site un peu plus privé. C'est de la vente de médias privés qui permet aussi de rapporter pas mal d'argent. Et ça me permet de rester un peu dans ce côté artistique et de bosser ensemble avec mon homme, puisque on bosse toujours en duo, quoi. Effectivement, on aura l'occasion certainement d'en reparler. Ça fait la une de beaucoup de journaux mainstream. Il y a beaucoup de gens qui en parlent sur YouTube, sur Instagram. C'est tout ce qui va être du coup OnlyFans, mime, etc. Euh, qui est un sujet très 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 intéressant, hein, pour le coup, non pas pour mon plaisir de voyeurisme, mais d'un point de vue business model, d'un point de vue également évolution, on va dire, de la consommation sur Internet, parce que ça change beaucoup de choses. À partir du moment où les gens sont prêts à payer pour avoir un morceau d'intimité, c'est pas nouveau, ça dure depuis la nuit des temps, ça. Mais typiquement, là, ça a pris des proportions incroyables. Les revenus sont colossaux. Il faut savoir que le site internet ne s'était pas positionné. Alors, tu prends un site internet comme OnlyFans, ne s'était pas positionné initialement sur cette tranche du porno, du sexy, du luxury. Et finalement, le jour où ils ont basculé, les revenus ont explosé, le trafic a explosé. Et c'est qu'il y a de plus en plus, surtout d'influenceuses, qui en parlent, qui en font la promo, qui annoncent des revenus indécents sur la plateforme. Et c'est ce qui attire de plus en plus de personnes. Alors moi, ce qui me fait rire, c'est que j'ai vu il n'y a pas longtemps une nana en string, pour le coup, pas comme toi, elle était en string soutif, en train de dire, voilà, donc j'ai lancé un OnlyFans, mais c'est différent. Voilà. C'est différent, je vais donner des conseils du coaching et tout, machin. Bah, chérie, tu vas faire comme tout le monde. Tu vas peut-être essayer 3 fois de vendre 3 conseils. Si ça vend pas, tu vendras des photos, d'accord, hein. N'essaye pas de mettre de la bonne conscience ou un intellect là où il n'y en a pas. Point barre. Assume-toi, chérie. C'est ça. C'est ce problème de toujours se justifier. Et derrière tout ça, parce que bon, il y a le côté argent, tu dis, bien sûr, mais il y a aussi le côté confiance en soi. Parce qu'il y a plein de nanas qui se trouvent un intérêt soudain, ou les gens ont un intérêt soudain pour elles, et qui se disent, waouh, je peux le faire, quoi. Je peux faire de l'argent facile. Quand je dis facile, c'est technique. C'est du travail, hein. On va vous mettre le lien du truc de Tatiana. Allez lui lâcher quelques tips, mais vous allez voir la qualité du boulot, que ce soit en photo, en vêtements, en make-up, en machin. Alors, il paraît que les meilleures photos sont quand même celles prises au réveil, un peu naturelles, qui justement donnent ce côté intimité. Est-ce que tu confirmes les stats ou pas, Tatiana? Complètement. Mais Complètement. Par contre, toi, tu prends ton kiff à vous payer des chambres d'hôtel de malades, à t'acheter des robes de fou et puis à faire des shootings photos. Il y a une photo de. Alors, j'imagine. Bon, elle doit être aussi sur Insta, je pense. Ouais, elle nous avait envoyé ça. Elle est déguisée en indienne, machin, en train de marcher à pieds nus dans la montagne. Si vous voyez cette photo, ou si on la trouve, on la mettra à l'écran. Elle déchire. Je pense qu'ils se font surtout kiffer. Ils ont trouvé un moyen de justifier de rentrer de l'argent avec leur délire, quoi. C'est sûr tout ça. Ah ouais, clairement. Mais effectivement, donc c'est beau. Ah oui, bah évidemment, on part en voyage, nos billets d'avion pour aller shooter. Là, dernièrement, qu'est-ce qu'on a fait le plus magnifique? On a fait Santorin avec des robes de dingue faites par des créatrices. Bah, le billet d'avion, moi, déclaré officiellement en tant que modèle, je l'ai déclaré dans mes frais. Mes robes, c'est déclaré dans mes frais. Mon make-up, mon coiffeur, tout est déclaré dans mes frais. Je facture mon mari qui fait mes photos. Mon mari me facture en tant que modèle. Tous ces frais sont rentrés à lui. Au final, ça devient une machine à fric, j'ai pas peur de le dire, parce que je suis totalement libérée au niveau de l'argent. Et limite, on se demande pourquoi tout le monde fait pas ça, quoi.
On en est... Limite, mais parce que tout le monde ne peut pas faire ça, ma chérie. Moi, je peux lancer un OnlyFans, on peut prendre des photos de mes fesses poilues. Je ne suis pas persuadé qu'on vende grand-chose. Tu sais que j'ai quand même l'idée, et peut-être un jour je le ferai juste pour essayer et me pousser le délire un peu marketing, c'est de faire un OnlyFans ou un mime, Only Pied, tu vois, que des yep, et trouver un petit storytelling machin, et puis aller chercher une petite niche de fétichistes et de leur dire voilà, tu veux une petite, je vais te mettre tu vas voir un petit contrôle le pied là, je vais te mettre le pied derrière les oreilles, ça va te faire tout drôle. Si j'arrive à vendre ne serait-ce qu'une photo, ça me ferait rire. Mais bon. Ouais. Il y a de l'idée. Ah bah c'est sûr, j'imagine qu'il y a du market. Il y a de l'idée. C'est pas toujours facile de choper confiance en soi quand quelqu'un te demande en média privé tes pieds, mais tu as déjà eu la demande? Évidemment. Évidemment. Est-ce que tu as envoyé une photo de tes yep? Bien sûr, pour du pognon. Avec plaisir, avec plaisir. Vous en voulez un ou vous voulez les deux? Les deux en Louboutin, ils adorent ça, ils deviennent fous, franchement. Et justement ça, comment est-ce que tu, en tant que femme, en tant que maman derrière, comment est-ce que tu vois ce truc de lier l'argent au corps, à ton image, à répondre à une demande? Est-ce que on a dû te le dire des milliers de fois, ne serait-ce que quand tu étais gogo, qu'on a assimilé ça à de la prostitution, que d'autres femmes ont été jalouses, que d'autres mecs ont été jaloux. Comment est-ce que toi, tu as vécu ça? Quel est ton regard par rapport à ça? Comment est-ce que tu as vécu tout ça? Par chance, jusque-là, j'ai jamais réellement été confrontée à quoi que ce soit. Mon plus grand n'a que 11 ans, donc pas encore en âge, en tout cas les miens, d'avoir un portable, c'est hors de question. Après, ils savent que je fais des présences sur meeting, que je fais des carouaches en bikini. Il y a toujours une façon de le faire, hein. Il y a la façon vulgaire et il y a la façon classe et sexy. Je ne fais jamais de vulgaire, j'ai horreur de ça, que ce soit dans la pose, dans les fringues, je ne supporte pas ça. Donc déjà, ça change la donne. Mes enfants savent que je fais énormément de photos. Ma fille, la plus grande, donc va avoir 10 ans, est totalement libérée de ça. Ça, je tiens ça par ma mère. Ça n'a jamais été un sujet tabou chez nous. La nudité, la sexualité, c'est un truc dont on parle déjà et que vraiment, il n'y a aucun souci. On en rigole déjà avec les enfants. Je pars du principe pour un enfant qui sait ce que c'est, qui a déjà vu ses parents, qui est nu, ce genre de choses-là, va moins en faire un interdit, quoi. Qui attire. Oui, voilà, c'est ça. Je sais qu'il y a des enfants dans la cour de récré qui sont à l'école avec les miens, qui vont espionner les filles, qui vont faire pipi. Moi, c'est un truc que jamais le mien ferait, puisqu'il me voit à poil à longueur de journée. Enfin, on prend encore nos bains ensemble. On est totalement. Il n'y a aucune frustration à ce niveau-là chez nous. Et je pense que on ferme pas la porte pour aller se laver, quoi. Mais non, mais clairement pas. Enfin, c'est un corps, on a tous le même. Ils sont sortis de là et je les ai allaités chacun 18 mois. Donc, je pense qu'au niveau de mes libards, ils les ont vus assez longtemps. C'est quelque chose que je me suis jamais caché nulle part. Je sortais mon sein pour allaiter mes enfants n'importe quand. Il y a vraiment moyen de faire la différence. Et oui, on me l'a déjà demandé plusieurs fois. Un jour, ça va arriver, je pense. Après, je fais tout pour que ça n'arrive pas. Ma plateforme est aujourd'hui en mode caché. Je suis un peu en incognito. Donc, si tu n'as pas déjà le lien, tu ne peux plus y aller. C'est arrivé une fois l'année passée où mon fils me revient de l'école et il me dit maman, je me suis disputée avec je ne sais plus comment. Et il m'a dit qu'il avait vu des photos de toi en bikini en soutien-gorge sur Internet. Et je le sentais un peu perturbé de ça. Donc, j'ai mis le haut là directement. Je me suis mis devant la télé, j'ai allumé TF1. Bah, évidemment, dans moins de 10 minutes, on avait une nana pour un parfum à moitié à poil, un clip vidéo. Et je lui dis, oh, bah, elle chouette la vidéo là. Ah ouais. Je dis, tu crois qu'elle a des enfants? Je sais pas, qui me dit, ça te dérangerait que ce soit ta maman? Enfin, tu sais, il me regarde, bah non, et là, il se rend compte, en fait, la pièce, elle tombe, et je dis, on est d'accord, il n'y a rien de mal, là. Bah ouais, non, c'est vrai, je m'en fous, en fait. Et ça a été plus loin que ça, parce qu'au final, le garçon en question n'avait pas tout dit, mais il a dit à la prof. Ah, énorme! Ouais. Alors déjà, d'où te vient l'idée, connard, d'aller montrer à ton fils de 9 ans la mère d'un de ses copains sur Mime? Je ne sais pas. Quand la prof m'a appelée, sur le coup, je me suis dit, bon, ici, soit je l'encastre, soit ça se passe bien. Parce que j'aurais jamais toléré qu'elle vienne émettre un avis sur ce qui se passe dans ma vie privée. Et ça s'est très bien passé. C'est une école super, je m'entends très bien avec les profs. Et la femme m'a dit, vous faites ce que vous voulez. Qu'elle me dit, il n'y a aucun problème. Ce que je ne tolère pas,
c'est qu'il y a un parent qui parle de ça à son enfant et qui vient en parler dans la cour de récré. Et là, je Donc suis ça pas va, d'accord. elle était de ton côté. Franchement, nickel. J'ai du bol parce que pour le même coup, je tombe sur une vieille chieuse frustrée de la vie qui voit. Ah, et qui dit, vous avez pas honte, madame, quand même, vos enfants, l'éducation? Et là, je crois que je finis en garde à vue, c'est sûr et certain. Mais bon, voilà, on n'est pas arrivé. Tout s'est Donc bien. ouais, donc ce choc, on va dire, frontal, entre guillemets, avec tes enfants, etc., ils sont encore trop petits pour que ça arrive. Quand c'est arrivé, tatamisé avec la télévision et la société actuelle. Et vis-à-vis de toi, toi-même, est-ce que tu t'es déjà posé la question? Est-ce que tu t'es déjà remis en question? Est-ce que tu t'es déjà dit alors je pose la question bien évidemment parce que je sais, je connais un peu, je connais un peu ta tête, donc je sais qu'elle se remet 10 milliards de fois en question. Et ce qui est intéressant aussi, et dans tous les cas, on va faire une autre vidéo dédiée à ça parce que je pense que ça vaut vraiment et le coup de l'entendre et le coup de découvrir parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent à côté de cette nouvelle économie qui est un moyen de gagner sa vie en fait. J'estime aujourd'hui que je ne suis personne pour vous dire comment gagner votre vie et à partir du moment où vous êtes OK avec ce que vous faites et que ça ne nuit à personne d'autre, ce qui est le problème avec la vente de drogue, etc., c'est qu'à un moment donné, ça nuit à quelqu'un d'autre. Là, c'est pas le cas, donc à partir de là, faites ce que vous voulez. Mais du coup, juste pour clôturer, on va dire un peu ce bout-là, toi, vis-à-vis de toi-même, parce que même en tant que gogo, etc., certainement des réflexions que tu as eues, donc hors des enfants, toi, vis-à-vis de toi, est-ce que te dire, bah ok, je suis payé pour que les gens matent mon cul, je suis payé pour que les gens me matent ou pour être belle. Être payé pour être belle, est-ce que tu t'es senti même minimisé? Est-ce que tu t'es... Comment est-ce que toi, tu as vécu ça et comment est-ce que ça a même, à mon avis, évolué avec le temps? Ouais. Alors, Regarde-toi. évidemment, ça arrive souvent. J'ai déjà 1000 fois été à 2 doigts de tout supprimer. Et Hmm. j'ai un truc qui fonctionne très très bien dans ces cas-là quand je suis dans une petite baisse de régime. Je vais voir mon compte en banque, tout simplement. C'est juste énorme les revenus que je génère avec ça. Et je me souviens que je bosse en duo avec mon mari. C'est lui qui fait les photos, c'est lui qui fait les vidéos, c'est lui qui les publie. Donc, je réponds personnellement aux messages, mais c'est lui qui s'occupe de la publication des médias sur la plateforme parce que je ne peux pas être partout. Il est OK avec ça, il est fier de ça. Au niveau de la famille, je m'en suis jamais cachée. C'est pas le genre de truc qu'on crie sur les toits non plus, mais je m'en suis jamais cachée. Mon père ne m'a pas encore égorgé, c'est que tout va bien. Il me suit sur les réseaux, donc il a déjà dû avoir vent, mais c'est un truc sur lequel il ne revient pas. Et c'est ce que je dis toujours. Moi, j'ai besoin de la vie de 2 personnes dans ma vie. C'est celui de mon mari, celui de mon père. Le reste, n'importe qui peut dire n'importe quoi. Il n'y aura absolument aucun problème. C'est toujours de nouveau par rapport à moi-même que je pourrais avoir ce petit est-ce que tu veux continuer, par rapport aux enfants beaucoup. Et je pense pouvoir dire que dès que mon plus grand rentrera en secondaire et où là il va commencer à avoir un téléphone portable et où le monde est petit, Internet aussi, hein, donc je pense qu'à partir de ce moment-là, j'arrêterai totalement. Je pense, hein, c'est pas une certitude. Je pense, on verra comment ça évolue. C'est comme ça que je réagis. J'ai des baisses de régime, un peu comme tout le reste, hein, tu sais bien. J'envoie tout chier pendant un mois, j'ouvre plus le truc pendant un mois et puis Oui, non, mais dans tous les cas, comme n'importe quel job, en fait, ou n'importe quelle activité qu'on pourrait faire, émotionnellement, il y a des up et des down. Hmm. Et tous mes jobs sont un peu liés au final parce que comme ça fait partie intégrante de ma vie, que je ne m'en cache pas et que les revenus que je génère avec ça ne sont pas un secret non plus, je suis quand même à plus de 5 chiffres par mois uniquement avec Mime. Ça parle évidemment aux femmes qui m'entourent. Donc j'ai... T'as accompagné beaucoup de nanas à se lancer aussi là-dedans et à ouais. générer des revenus grâce à ça. Hmm. J'ai 10% de mon équipe dans le MLM qui est avec moi chez Mime. Et comme Mime est un système un peu de MLM aussi, bah, j'ai des revenus sur elle à ce niveau-là aussi. Dans mon coaching aussi, j'ai beaucoup de nanas qui m'en parlent et ça les libère complètement, ça les désinhibe totalement de tout complexe. Donc tout est lié en fait. C'est toujours cette idée de la femme libre, forte et fière que j'ai en tête et tout s'imbrique. Et puis si en plus ça rapporte de l'argent, mais mon Dieu, pourquoi se priver? Hmm. Aujourd'hui, pour toi, tu vois finalement que le bénéfice et... Enfin, point barre, quoi. Il y a que du bénéf à faire ça. À partir du moment où payer pour le modeling, payer pour ce côté gogo, quand tu as été confronté à cette idée d'être payé pour ton image, est-ce que... alors, j'imagine que tu devais avoir une vision quand même un peu différente de quand tu crèves la dalle à quand tu as de l'oseille. Déjà, il y a un peu une différence. Mais voilà, est-ce que tu t'es posé la question?
Est-ce que tu as foncé? Est-ce que tu n'as pas réfléchi? Ça a été quoi ta vision? Honnêtement, j'ai pas réfléchi du tout. Euh, Quand je suivais donc une page Instagram qui a commencé à publier des photos amateurs, je dirais, et je me suis dit, mais sur une page avec autant de millions, pourquoi cette nana-là amateur, elle est là et que moi, il partage pas mes photos. Donc j'ai envoyé un message, j'y suis allée au culot, et là, le gars m'a répondu, bah, on a cette plateforme de partage, Mime, et si tu veux, tu peux te faire un compte. Bah, je me suis fait un compte dans la demi-heure, et ce premier mois-là, j'ai explosé les compteurs, mais un truc de dingue. Là, par contre, clairement, grâce à mon réseau déjà que j'avais avant, et tout ce côté, vraiment le côté masculin là, qui me suivait sur ma page photo, j'ai fait une fois la pub pour mon mime sur Facebook. Je les ai tous ramenés de Facebook sur mime. Et ça a fait un carton plein. Et depuis, ils me suivent uniquement sur mime. Et j'ai vraiment c'est pas narcissique du tout, mais ces gars m'ont suivi pendant tellement d'années, presque 10 ans, à me voir en meeting, à me voir en photo et tout. Et là, ils ont droit à un morceau de mon intimité. Ils se sont jetés dessus et ils ont l'impression d'être plus proches de moi. Et c'est ça qui fait réellement que ça fait un carton plein encore aujourd'hui, parce que j'ai d'autres nanas qui ont beaucoup plus de cas que moi sur Instagram, pour qui ça fonctionne beaucoup moins bien. Et je pense que j'ai cette légitimité. Oui, t'as une communauté soudée, active, qui te suit depuis longtemps. Ouais, Et tu kiffes? Tu kiffes à faire ça aujourd'hui? Dans tes différents rôles d'ailleurs, dans tes différents pôles, que ce soit maman, gestion d'hôtesse, MLM, modèle photo. Tu kiffes tout ce que tu fais? Ouais, je kiffe tout. Là, j'avoue qu'au niveau mime, je suis dans un petit down quand même. Euh, le souci aussi, c'est que quand tu sais que de toute façon, d'un côté ou de l'autre, l'argent rentre, tombe limite, La bah, motivation est différente. voilà, tu as tendance à te dire, ouais, je sais que si je bosse pas pendant 6 mois, j'ai quand même mon passif qui tombe, que ce soit du côté de mime, du côté de ma société dans le MLM, il n'y a aucun problème. Et tu as tendance du coup à moins te lever le matin, à moins bosser, à y mettre moins de cœur et à lâcher un peu. Et ça, c'est à moi, je sais comment je suis, c'est à moi à me foutre des coups de pied au cul. Et la plupart du temps, pour régler ce problème-là, bah, je me prends un gros palace avec une grosse chambre d'hôtel, je vais m'acheter des fringues et puis je fais des photos et ça repart. Mais là, mais sinon, pour tout le reste, oui, je kiffe parce que ce soit dans n'importe quel job, j'élève les gens et les nanas qui me suivent me disent merci. Et ça, c'est ça qui me tient, en fait. C'est vraiment ça qui me tient. Puisque l'argent n'est plus un problème, c'est la reconnaissance et le développement personnel qui prend énormément grâce à toutes ces femmes que j'aide sans prétention. Et je suis toujours la première étonnée quand on m'envoie des pavés comme ça sur Facebook ou Instagram en me disant que j'ai encore vu tout à l'heure une nana de 43 ans, maman de 3 enfants, qui me dit je me suis lancée entrepreneuse, c'est grâce à toi. Qu'est-ce que Comment est-ce que tu vis ce truc où toi, tu sais que tu as toujours encore aujourd'hui, malgré ces centaines de clichés, milliers de clichés, avec des centaines de likes, de commentaires, pour 80% des gens, t'es belle, tu dégages des dizaines de valeurs positives. Toi, tu as toujours encore ce truc parfois qui te retient en termes de confiance en toi, qui t'empêche parfois des trucs qui te font faire kiffer, même si tu réalises en parallèle de ça 10 milliards de trucs qui paraissent impossibles pour beaucoup de gens. Comment est-ce que tu vis ça quand tu vois d'autres femmes s'épanouir, prendre confiance en elles, faire des trucs qui peut-être même pour toi te font peur? Comment est-ce que tu vis ce truc parfois où tu es le guide alors que toi-même tu es encore en croissance? Comment est-ce que tu vis ça? Comment est-ce que tu ressens ça? C'est toujours, dans mon entièreté, je ne suis que paradoxe. Mais ça me fait un bien fou, vraiment. Là aussi, un peu comme le fait de elle dit ça pour qu'on dise qu'elle est belle, on pourrait dire aussi que ouais, le pognon c'est important. Oui, le pognon c'est important, mais je promets qu'il n'y a aucune plus belle récompense qu'une nana qui me dit qu'elle a réussi à retrouver ne fût-ce que la foi, confiance en elle, à avancer grâce à mes posts, mes opportunités, mes photos ou ce genre de choses. C'est vraiment très paradoxal. Le soir, je me regarde dans le miroir et j'ai toujours cet imposteur, cette impression d'imposteur qui dit ouais, mais en fait, tu réussis grâce à ton cul, et puis t'as une chance d'avoir un réseau, donc t'as de la chance d'être arrivé là, limite c'est le fruit du hasard. Et j'ai dans ces cas-là toujours ma meilleure amie et mon mari qui sont là pour me mettre des grosses claques
en me disant putain, Tatiana, arrête. Une des grosses claques que j'ai prises, c'est toi qui me l'as donnée d'ailleurs, hein, avec ces 5 phrases à écrire, qu'est-ce que tu voudrais être et qu'est-ce que tu es. Ça a été une révélation aussi chez moi. Parce que tu t'es rendu compte, du coup, pour que tout le monde comprenne que, en fait, ce que tu voulais être, tu l'étais déjà, quoi. Je dis pas que, du coup, j'ai confiance hein, et que je m'en suis rendu compte réellement, mais c'est un chemin qui se fait petit à petit. Et si le fait de faire comme si je l'adapte à moi, si en faisant comme si j'étais une femme pleine de confiance et que tout allait merveilleusement bien dans ma vie parfaite, ce qui n'est évidemment pas le cas, ça peut donner de l'espoir aux gens et de se dire putain, elle le fait, je vais le faire. Peu importe l'état d'âme que j'ai derrière, c'est pas grave. Si la solution elle est là, si au final j'aide les gens à s'élever, c'est pas grave si après j'ai cette petite voix dans ma tête qui me dit ouais. Mais est-ce que finalement, tu n'es pas ta première followeuse? Est-ce que finalement, tout ce que tu ne fais, ce n'est pas pour te donner confiance en toi, à toi-même, tu vois? Ouais. C'est clair. On est tous les coachs que de nous-mêmes, hein, mais dans tous les cas, effectivement, pour tous les gens qui ont déjà vécu ce genre de sentiment où il y a vraiment une transmission et on sent vraiment qu'on a un impact sur la vie de quelqu'un d'autre, vous savez à quel point c'est beaucoup plus impactant que l'argent. L'argent est impactant jusqu'à un certain seuil. On discute avec la Tatiana de l'époque, avec ses 2 enfants qui bouffent pas pour donner à bouffer aux gosses. Bien sûr que 2000 balles, 3000 balles par mois, c'est essentiel à l'époque pour elle. Quand tu dépasses 10 000 euros par mois et grosso modo que tu vis une vie plus ou moins normale avec quelques plaisirs, c'est plus ça qui va illuminer tes journées. Et au contraire, par contre, quelqu'un qui t'envoie un message, voir le fruit de ton travail, ça peut vraiment illuminer tes journées. En tout cas, moi, je le comprends et je suis sûr que plein de gens qui nous écoutent aussi. Écoute, Tatiana, je vais te laisser là. Ça fait 1h30. Je pense que c'est pas mal déjà. On a couvert beaucoup de choses. Bien évidemment, on mettra tous les liens pour découvrir le travail de Tatiana, que ce soit dans le cadre de son MLM, que ce soit dans le cadre de de ses photos, de son modeling. Je vous mettrai le lien de son Instagram. Après, là où vous allez, ça vous regarde. Mais en tout cas, elle le fait avec beaucoup de passion, beaucoup de plaisir et c'est très assumé. Ce que j'apprécie aussi chez toi, c'est que on n'est pas là à le faire avec le dos de la cuillère, on n'est pas là à le faire à demi-mot. Alors, c'est sûr, comme tu le dis, tu vas pas le crier sur tous les toits et c'est pas la première discussion que tu vas avoir avec tes parents quand tu les vois, j'imagine. Mais en même temps, tu es fier de ce que tu fais, tu essaies de le faire bien, tu essaies de le faire au max et sans tabou, sans complexe, sans blocage, qui, encore une fois, aujourd'hui, selon moi, là, effectivement, aujourd'hui, on a basculé sur Instagram qui est de plus en plus agressif. Il n'y a pas longtemps, je regardais PIMP de 50 Cent, tu sais, Enfin, moi, t'es pas beaucoup plus vieille que moi, en fait, donc on était gosses, tu vois. On était vraiment gosses devant la télé et tout. Et moi, je trouvais ça choquant de fou, tu vois. Combien de gamins se sont caressés sur les clips de musique de l'époque avec des nanas où on voyait leur cul et tout. Par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, en heure de pleine écoute, il n'y a pas de parental advisory, quoi que ce soit, hein. Tu prends n'importe quelle télé-réalité aujourd'hui, tu vois plus de sexe. Tu prends n'importe quelle publicité aujourd'hui, tu vois plus de sexe que dans ces clips à l'époque qui étaient complètement décriés, rappeurs, thugs, etc. Donc, tant qu'à le faire, autant que ça soit bien fait. Et puis, ouais, on est quand même dans une société où, pour moi en tout cas, beaucoup de nanas se servaient d'Insta, de leurs attraits féminins, pour s'en sortir, tu vois, pour essayer de faire quelque chose ou pour essayer de gagner une espèce de bataille de la vie, tu vois. Et combien sur Snapchat aussi? Ou sur Snapchat aussi, effectivement, mon Dieu, le pay for pictures, etc. Et le problème, c'est que c'est mal fait, quoi, en fait. Voilà. Le problème, c'est que c'est mal fait, c'est pas assumé, et ces nanas-là sont les premières à te prêcher la bonne parole, à te prêcher la bonne église, etc. En gros, c'est l'entrepreneur qui scam, qui s'en va faire une première sur Forbes en expliquant comment il faut entreprendre. Bah non, t'as fait un peu de gris, t'as fait un peu de noir, t'as fait un peu de trucs sales, bah... voilà, ça fait partie de ton histoire, sois-en fier, ça t'a forgé, t'as appris des choses, aujourd'hui tu fais les choses différemment. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup trop de nanas
je veux dire, ces nanas-là, c'est les premières à avoir insulté toutes les meufs de pute et de salopes quand elles ont commencé à faire des photos sur OnlyFans et sur Mime. Et 6 mois plus tard, c'est les nanas qui disent « Ah non, mais en fait, la plateforme, c'est pas du tout ce que je croyais. Bah non, assume-toi un peu, fais les choses et puis nous casse pas les bonbons, quoi. » Bref, je vous invite à aller découvrir le contenu de Tatiana. Merci beaucoup à toi de nous avoir partagé tout ça. On te souhaite encore plein de beaux chapitres à ton histoire de conte de fées. On te souhaite également, je te souhaite, mais tout le monde est derrière moi pour te le dire, à un moment donné de faire sans avoir besoin de te prendre la tête pour faire les choses, de le faire beaucoup plus naturellement, sans limite, sans te brider. Continue à faire ça parce que ce qui est fou, c'est que si tu regardes dans le rétroviseur, tu as fait des milliards de trucs qui t'ont terrorisé et tu les as bien fait et puis tu as avancé dans des paliers complètement dingues. Et aujourd'hui, je sais qu'il y a encore des petits trucs sur lesquels tu vas pas all-in, tu vas pas à fond, tu vas pas à fond. Je voulais prendre la métaphore de la voiture, mais j'ai pas le truc, quoi, tu vois, parce que je sais que ça te parle. Tu vas pas à fond parce que tu te bloques encore un peu. Si aujourd'hui il y a autant de femmes, autant de nanas qui te suivent, qui trouvent de l'énergie, qui trouvent de l'espoir, qui trouvent de la motivation, qui trouvent de l'inspiration, à un moment donné, peut-être qu'on se dise qu'il y a une bonne raison aussi. À toutes les mamans du coup qui nous regardent, à toutes les femmes qui nous regardent, à tous les gens qui ont envie d'entreprendre qui nous regardent, je vous souhaite de mettre le premier pas et puis de vous lancer, même si on ne sait pas trop ce qu'on fait, et puis de créer une vie qui vous ressemble, créer une vie sur mesure, et puis de concrétiser vos rêves. Même quand on n'en a pas, visiblement, comme le dit Tatiana, on les crée petit à petit. Merci à toi d'être venu partager avec nous. On se retrouve peut-être sur une émission spéciale du coup sur Mime et OnlyFans. En tout cas, si on le fait, il faut que je réfléchisse à un truc qui me fasse marrer, tu vois, pour dire de faire un truc un peu décalé. Et puis merci beaucoup. Merci à toi. C'était un grand plaisir de partager tout ça. Une première pour moi, mais un grand plaisir. Allez, abonnez-vous, allez suivre Tatiana sur les réseaux et puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine dans un nouvel épisode. Ciao à tous la famille. Quel plaisir. Quel plaisir d'avoir découvert Tatiana sur ses différents angles. Moi, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup apporté. C'est quelqu'un que j'ai accompagné, que j'ai coaché et que j'ai beaucoup appris à ses côtés en partageant avec elle. J'espère que ça vous a inspiré pour toutes les femmes, pour toutes les mamans solo, pour toutes les personnes qui aujourd'hui galèrent ou vivent des moments plus ou moins hauts. J'espère qu'elle a pu vous donner un petit peu de sa lumière, un petit peu de son amour pour vous pousser à continuer, à avancer et à croire en vos rêves. N'hésitez pas à nous faire savoir tout ça dans les commentaires juste en dessous et également à mettre en commentaire quelqu'un que vous voulez que j'aille interviewer. Je ferai tout ce qui est en mon possible pour aller les interviewer et faire une interview spéciale, intimiste, en profondeur. Voilà, qu'on découvre des choses croustillantes, qu'on arrive à comprendre ce qui se passe derrière ces personnes emblématiques, successful, qui réussissent. On se donne rendez-vous dans de prochains épisodes, les amis. Je vous souhaite une excellente journée. Ciao à tous.